Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Geoffroy, Mathieu, Swan et moi, Xavier, sommes absolument ravis de vous retrouver. Vous êtes un public formidable. C'est un jour comme les autres et pourtant, ce qui est exceptionnel, c'est que nous sommes réunis tous ensemble, ici, dans cette cave. Ça fait plus d'1 an et demi que nous faisons du podcast à 4. Nous espérons vous faire partager notre plaisir pendant les 2 heures qui arrivent. C'est un vrai plaisir de vous retrouver encore une fois. Swan, générique. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui donc c'est Culture Breakdown, le numéro 33. Nous sommes rentrés de vacances, enfin, nous faisons notre rentrée aujourd'hui le 30 septembre. Dans la cave du Capitaine, nous remercions le Capitaine donc et son équipe de nous prêter la cave et tout le matos. Infiniment, même plus que ça, exponentiellement je pense qu'on peut le dire. Exponentiellement. À côté de moi, comme j'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, Mathieu. Comment vas-tu Mathieu ? Bien ? Je crois ? Ça va très bien, la pêche, je suis tout à fait prêt pour cette rentrée. J'ai pris mes nouveaux habits et tout. Non, c'est pas vrai. Mais ça va. D'accord. Okay. Ça va. En forme. Et Swan ? Ouais, on n'a pas encore le nouveau studio, mais ouais. D'accord. Et moi, Xavier, je vais très bien. Voilà, alors 3 mois sans émission. Les dernières que vous avez pu écouter sont donc les épisodes spécial Comic Con où il y avait Michael Dustin, Nick Paquette et des tas d'autres gens. Ouais, comme génial. par exemple, Mathieu, Tony tu avais Daniel. Qui ? Je sais plus. Tony et Daniel, on avait vu aussi. Pas mal. C'est vrai, tiens, oui. François Descraques qui était passé exact, aussi. Tout à fait. Un très bon truc. Voilà, pour le numéro 32, alors apparemment, il est vraiment perdu dans les abysses. Mais faut pas dire apparemment, il est perdu, voilà, faut partir de ce principe-là. Non, mais je voulais laisser un petit peu d'espoir aux auditeurs, mais voilà, vraisemblablement, il est perdu. Il est perdu. Vous n'aurez jamais. Qu'est-ce qu'on avait dit dedans d'ailleurs, je sais plus trop. C'était pas un bon numéro. C'était pas très bien. On était encore plus nul que d'habitude. C'était un truc sur les droits d'auteur sur Alan Moore. Donc ouais, donc c'était du gros troll. On s'est bien niqué. Oui, en plus, c'est vrai. On s'est bien foutu sur la gueule. Voilà. Moins que sur l'émission Batman. Et ouais, c'est vrai. Et on a, pour cette rentrée, on a plein de nouvelles choses à vous annoncer. Plein de nouvelles choses à vous annoncer. Donc tout d'abord, changement de formule. On va enregistrer un dimanche par mois en live, donc ça ne change pas. L'horaire change, le jour change. Ce sera donc le dimanche vers 15h30, 16h. Là, on est plus parti pour 16h, 16h d'ailleurs, mais a priori, ce sera 15h même les prochaines fois. Enfin, ouais. En fait, ça va changer parce qu'on va beaucoup changer de matériel et de choses comme ça. On va essayer de trouver un nouveau studio. Pour des raisons qu'on va détailler juste après. Et donc, on vous tiendra au courant, mais normalement, ce sera le dimanche après-midi. Donc, on enregistrera 3 heures d'émission, 2 heures de critique, plus 1 heure de dossier. On sortira l'émission critique 2 heures quelques jours après l'enregistrement. Voilà. Et 2 semaines après, on sortira le dossier. Comme ça, vous aurez toujours une émission toutes les 2 semaines. Donc là, je pense aux personnes qui nous écoutent en live, du coup, vont être un peu surprises, puisqu'on va faire 2 émissions en une. Donc vous allez avoir 3 heures d'émission d'affilée avec 2 intros, 2 conclusions. Et nous, on va être crevés, mais ça va être bien. Ça va être bien. Alors, pourquoi est-ce qu'on a décidé de changer de studio, tout ça ? Donc vous avez dû remarquer que maintenant, nous sommes chez Synops. Vous avez entendu ? Nous avons quitté FreePod pour des raisons diverses et variées, principalement qui nous concernent. Oui. Des raisons personnelles, donc on ne va pas spécialement les détailler. Voilà. Exactement. Vous avez pu remarquer que d'autres podcasts ont fait de même. On va pas épiloguer là-dessus, c'est comme ça, on n'a aucune rancune envers qui que ce soit, on s'entend très bien avec la plupart des gens, voilà. Des gens, c'est très la bien. Preuve, Captain Web nous prête encore sa cave. Encore, il est bien gentil. Il est bien pipou. Il est pipou. Voilà, donc maintenant Synops Live qui nous a proposé, une fois qu'on a annoncé qu'on partait de FreePod, qui nous ont proposé de les rejoindre. Et donc synopslive.net, pour les personnes qui nous écoutent en direct, donc désormais tous les lives se feront en direct sur Synops Live, et donc 3 heures d'affilée. On remercie encore infiniment, que ce soit BTO, que ce soit Stan, que ce soit Inks, pour leur accueil fabuleux. Ouais, on était très très bien reçus. Stan a passé toute la nuit pour nous faire une page de live rien qu'à nous, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de la vidéo, et on aime bien faire des live vidéo pour vous montrer un peu ce dont on parle, donc on est bien content, et donc on les remercie infiniment pour tout ça. Totalement. Merci.
Voilà. Sinon, Guillaume Duval, si tu nous écoutes encore, big up mec. Non, mais c'est bien s'il nous écoute encore. Voilà, ça veut dire qu'il est maso, parce voilà, qu'apparemment il aime pas trop ce qu'on fait. Il y a un peu de Et ça. quant à la personne qui a dit qu'on avait des voix de petits bourgeois, voilà. Il a Alors on raison. passe tout de suite au sommaire de cette émission. On va parler donc de cinéma avec Dark Knight Rises, parce qu'il faut que vous sachiez ce qu'on en pense de ce film. Même s'il est sorti il y a longtemps. Ouais, ensuite on parlera de Wrong de Quentin Dupieux, The Secret de Pascal Laugier, Des Hommes sans loi de John Hillcoat, du dernier Jason Bourne, donc de Tony Gilroy. Ensuite, je vous parlerai rapidement de Expendables 2 Unité Spéciale. Ensuite, en BD Comics, Mathieu vous parlera de Bucco, moi et Mathieu vous parlerons de Mind Management. Moi et Mathieu, toujours, nous vous parlerons de Punk Rock Jesus. Geoffroy vous parlera de Grant Morrison présente Batman tome 1 et 2, et je vous ferai un très rapide récapitulatif sur AVX, donc Avengers vs X-Men et ce qui attend Marvel. Série, nous parlerons de Go On, la dernière série avec Matthew Perry, et ce sera tout pour cette fabuleuse émission. Swan, prépare-toi à envoyer le jingle ciné s'il te plaît. C'est ciné. Ouais. J'oubliais. Voilà. Non, alors. Ah oui, le dossier. Moi j'ai Eh, préparé Swan, le non. dossier comme avant. Est-ce que t'aboies tout le temps? Dire ok. Ou est-ce que tu mens? Describe in single words. Only the good things come into your mind. About your mother. Mother? En fait, je crois que je suis un incapable. Il y a un peu de ça, ouais. C'est ça, C'est les Fenjmin. voilà, c'est ça. C'est partir en Angoulême, tout ça. Fallait pas partir, fallait pas partir. Il est pas encore parti. Il est pas encore Comment parti. ça? Ah bon, il est là. Alors, on va vous parler d'un tout petit film qui n'a pas été vraiment attendu, qui a pas attiré grand monde en salle. C'est The Dark Knight Rises, donc d'un auteur assez méconnu, pas vraiment, qui n'a pas fait beaucoup de films. Christopher Nolan. Voilà. Alors, C'est un petit mec. voilà. Voilà. Un mec anonyme. Un Alors, peu. très rapidement, on va faire le pitch de The Dark Knight Rises. À la fin de The Dark Knight, Batman disparaît, endossant la responsabilité de la mort de Harvey Dent, procureur. Une loi portant le nom de ce dernier a permis l'éradication du crime organisé à Gotham. 8 ans après, la cité de Batman est en ébullition. Un terroriste du nom de Bane semble s'y être infiltré. Le retour du Chevalier Noir semble inévitable, mais la confrontation tournera-t-elle à son avantage? Tu pourrais faire, Ça, c'est du pitch, quoi. T'aurais pu faire, tu sais, les cassettes audio avec des contes et tout, où tu racontes des histoires. C'est T'as MD. vraiment les mêmes voix. Ouais, C'est je trouve MDB, Enfin, non la même Machin intonation Meryl. au moins. Alors, C'est du MDB. non, c'est moi qui Ah, l'ai c'est fait. toi C'est moi. Avec la question comme ça en suspense, Ah ouais est-ce que ça va tourner à son avantage? Bien sûr. Impressionnant. Vous Très avez bien. vu? T'as un Ouais. avenir promis là. Le dans- public rédactionnel, c'est pour moi. Bon, Batman, c'est un peu tard d'en parler maintenant parce que a priori toutes les personnes qui voulaient le voir l'ont vu. Surtout nos auditeurs. Mais on considère qu'on a une telle importance dans le monde de la critique Non, cinéma c'est qu'il fallait absolument qu'on donne notre avis. Surtout qu'on a fait une Voilà. émission spéciale Batman Oui. et que c'est en prévision de ce film-là et personne ne sait ce qu'on en a pensé en finale. Et- Donc c'est un peu plus honnête de dire ce qu'on en a pensé. Et aussi, on a un avis qui, je pense, tranche un petit peu avec le reste des critiques qui n'étaient pas forcément super enthousiastes, alors qu'il y que a nous, des on gens est- qui ont littéralement éjaculé dans la salle en fait pour Ouais. le film. On a- Particulièrement moi, je pense que Monsieur Pouf pourra vous dire que j'en ai foutu partout. Voilà. voilà. On est très élogieux sur Alors, ce film. Je vais commencer avec mon avis, Vas-y, si ça je vous t'en dérange pas. Donc Commence, je vais dire c'est avec Christian Bale, Gary Oldman, Tom Hardy et Gordon Levitt. Tom Hardy et Gordon Levitt jouant des nouveaux personnages, Tom Hardy Bane et Gordon Levitt Blake, un policier. Alors j'avais adoré Begins, j'avais juste un poil moins aimé Dark Knight, mais j'avais quand même beaucoup aimé. Et j'avais très peur en fait que Nolan emmène son troisième et dernier volet, parce qu'il a clairement dit que c'était le dernier qu'il voulait réaliser de Batman, dans la direction du deuxième volet. Et ça m'aurait pas tellement plu, parce qu'il y a plein de choses qui me dérangent dans The Dark Knight, particulièrement le fait que au final c'est le Joker, une version du Joker que j'aime pas trop, mais que j'aime bien quand même. Enfin, c'est un peu compliqué. Voilà. Je trouve qu'elle est surestimée. Et qu'on ait un méchant de la même sorte. En fait, je pense que la Dark Knight Mania m'avait un peu exaspéré. Je pense qu'on avait fait trop fait avec ce film. Et je me suis pas du tout intéressé à la campagne virale de publicité. J'ai regardé quasiment aucun trailer, j'ai regardé aucune image fuitée. Ce qui t'a pas empêché d'avoir quelques hypothèses quand même sur le film. Clairement, puisque j'ai dû voir un seul trailer au final. Et la composition du truc, je me suis dit, Je précise maintenant, le film a beau être sorti il y a 1 mois et demi, on spoilera pas. on va Voilà. pas spoiler. On n'est pas comme Any Given Film. Hein. Voilà. C'est pas le même type d'émission non plus. Et Ils font une émission spéciale sur ça. Au final, j'ai vraiment adoré le film. J'ai trouvé qu'il était très bien construit. Les acteurs sont tous géniaux.
Gary Oldman est toujours aussi fantastique en Inspecteur Gordon, c'est Inspecteur qu'il est maintenant, Inspecteur Gordon. Ouais. Christian Bale de même. Enfin, je trouve que Christian Bale, c'est pas un acteur qui exprime beaucoup de choses avec son visage, mais il a vraiment une sacrée présence à l'écran et il a un putain de charisme, je trouve. Et Gordon Levitt joue un bon flic. Enfin, c'est l'archétype du bon flic qui veut aider ses concitoyens. Moi, j'ai beaucoup aimé sa composition, elle est vraiment très chouette. Et je pense que la plus grosse surprise au final, c'est Anna Hathaway en Selina Kyle. Qui est génial. On l'appelle pas Catwoman dans le film, et On l'appelle vraiment jamais. littéralement génial. The Woman Cat, je crois enfin, je sais pas Peut-être. comment. Il y a un journal, justement, dans un titre de journal, elle a un surnom parce que c'est souvent la presse qui donne des noms un peu originaux comme ça aux super-héros, en tout cas au début. Ah oui, et moi, je la le trouve film, vraiment. Oui, dans le film. Moi, j'ai trouvé très bon. J'ai discuté hier avec Xil David, enfin David Xil, pour les gens qui connaissent un peu FreePod, c'est un ancien de Basingcast, qui est aujourd'hui animateur de podcast, enfin chroniqueur sur Podcast Science, Ouais, animateur exact, de 12 minutes 2 et de Vie artificielle. Et donc lui, par contre, n'a pas aimé du tout la prestation de. Enfin, il a pas accroché du tout avec le personnage de Catwoman joué par Anna Hathaway, par exemple, comparé notamment au personnage de Michelle Pfeiffer. Il trouve qu'elle a pas autant de charisme que Pfeiffer. Non, en fait, Michelle Dans le film de Burton. Pfeiffer, c'était un petit peu une pauvre fille qui prenait sa revanche sur la vie et sur la société en devenant entre guillemets une vraie femme, une vampe, quoi, une fille qui mange la vie à pleines dents, si je peux m'exprimer ainsi. Là, c'est vraiment une voleuse professionnelle, c'est son boulot de voler, elle fait ça pour vivre. Elle a tous les mécanismes de séduction et de tromperie qui font qu'elle peut mener ses missions à bien. Donc c'est vraiment pas le même personnage au final quand tu réfléchis bien. C'est pas c'est pas un personnage sexuel déjà à la base, alors que Michelle Pfeiffer était profondément sexuelle oui, dans le c'est vrai dans que le son film. costume était très 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 saillant, très suggestif, et puis même ses postures, son jeu avec la langue par exemple, enfin voilà, elle jouait beaucoup de ça. Voilà, Anna Hathaway, elle est juste très agile, elle a un côté un peu, c'est même pas dominatrice, c'est que voilà, elle est très indépendante, elle se fout un peu de tout, mais moi j'aime beaucoup justement ce réalisme, parce que pour le coup c'est pas une super-héroïne, puisque les super-héros n'existent pas chez Nolan, c'est une voleuse, c'est une voleuse hors pair. Alors j'ai bien aimé le truc avec ses oreilles, en fait c'est des lunettes infrarouges qu'elle rétracte sur la tête et qui font comme des oreilles de chat, et c'est très très malin, je trouve ça, c'est pas mal. Mais à part David, moi, même les gens qui n'aiment pas du tout Anna Hathaway, parce qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas beaucoup, moi, je suis qui pas n'aiment un pas du fan, tout, hein. et qui quand et là, ils ont su que plus. ça allait être Catwoman, ont un peu crié au scandale. Même s'ils n'ont pas aimé le film, au final, ils ont admis qu'elle avait fait un putain de boulot, quoi. Parce que ça avait de quoi faire peur, hein. Anna Hathaway et Marion Cotillard dans le même film. Alors Clairement. Justement, bon, il y en a une sur deux, c'était une catastrophe. Mais... Voilà. Mais le problème avec Marion Cotillard, c'est que tu peux parler aussi, Mathieu, hein. Oui, mais j'attends que vous ayez terminé votre débat pour ajouter mes points là. Pour l'instant, j'ai rien à ajouter. Marion Cotillard, je pense pas que ce soit une mauvaise actrice en soi. C'est pas une mauvaise actrice. Le souci, c'est que là, on va parler d'un truc qu'on va pas spoiler, et je pense que pour la scène qui fait débat, je pense que là, c'est la faute de Nolan, clairement. Parce que je suis sûr qu'il aurait pu trouver un meilleur plan que celui qu'il a mis dans le film. Elle est pas si conne que ça, elle est pas si mauvaise que ça. Je pense que clairement, ça, c'est fait de Nolan, il a fait. J'ai mis quelques doutes. Hein. Ouais, bref. Sinon, Tom Hardy est vraiment génial. Tom Hardy est magnifique. Je pense qu'il est même. Mais c'est Tom Hardy. Voilà, oui. c'est Tom Hardy. Non, mais Tom Hardy, la difficulté qu'il a, c'est que tout son visage est masqué. Il ne joue qu'avec l'intonation de sa voix, qui en plus, je pense, enregistrée en post-prod. Ouais, et avec les sourcils. C'est très dur et il arrive à envoyer beaucoup, quoi. Il envoie du lourd. Ils l'ont réenregistré en post-prod. C'est d'ailleurs à ce sujet une des raisons pour laquelle il faut absolument le voir en VO et pas en VF. Ah, clairement. Même si la VF, pas... je sais pas ce qu'elle rend, mais voilà, la VO est superbe. Il y a peu de chances que pour ce personnage-là, la VF puisse rendre hommage à la qualité d'acteur de Tom Hardy, puisque tout repose sur la voix, pratiquement. La VO a été beaucoup critiquée au début, parce que vous savez, au début, il faisait 10-15 premières minutes du film. Apparemment, on comprenait pas ce qu'il disait, et donc il y a eu toute une modification de la voix entre temps. Ouais. Mais enfin, son accent joue beaucoup pour ça. Hein. Oui, complètement. On reparlera de son accent d'ailleurs tout à l'heure. Enfin, on va reparler de lui dans l'Olès tout à l'heure. Et moi, pour dire un peu aussi ce que j'ai pensé de ça, c'est que vraiment Dark Knight Rises, même si j'avais vu d'autres films avec Tom Hardy avant, Dark Knight Rises il m'a rappelé à cet acteur-là, et auquel avant j'avais pas spécialement fait attention. Et là, je me le suis pris dans la gueule, quoi. Ouais, il y a vraiment, en plus c'est une masse, quoi. Ça correspond vraiment. Ouais, mais c'est pas une masse de muscles. Comment dire, il a pas les muscles très non, mais il a pas les muscles très dessinés. Non, mais je veux dire, il a pas les muscles très dessinés.
Oui, c'est pour ça que je dis que c'est une masse, quoi. Voilà. Non, mais il fait plus masse. Oui, quand même. Tu n'as pas vu Bronson. Non, mais c'est pas. Oui, voilà. Oui, non, mais je veux dire, dans Dark Knight, il a pas les muscles aussi décellés de Bronson. C'est ça qu'ils ont mis en avant, effectivement. Contrairement au personnage du comics, qui est une masse de muscles intelligente, mais une masse de muscles quand même. Sinon, c'est plutôt bien filmé, j'ai trouvé. Plutôt beau tout court. C'est magnifique. C'est C'est superbement filmé. La photo, elle est géniale. Et les scènes dans les prisons, j'ai trouve sublime. La photo dans la prison. Mais toutes les photos. En plus, la photo rappelle à la fois Batman Begins avec les tons ocre un peu dans la prison, et Dark Knight un peu dans la ville, surtout vers la fin d'ailleurs. C'est très gris, mais en même temps, c'est super lumineux. C'est très étrange. Enfin, je sais pas si ça se passe quasiment que de jour. C'est ça. En plus, c'est ça. Alors que plus ça va, plus les Batman se déroulent de jour. Dans Dark Knight, il y avait quand même beaucoup plus de plans en journée que dans Begins. Est-ce que ça voudrait dire que la menace n'arrive plus que seulement la nuit, elle arrive tout le temps maintenant? C'est un univers qui est de plus en plus. C'est pas mal ce qu'on dit. Voilà. Ensuite, la musique de Hans Zimmer, clairement, putain, le score est génial. La musique du film est vraiment fantastique. J'ai réécouté plusieurs fois l'ensemble des morceaux d'affilée. C'est vraiment béton. Je sais pas si d'accord avec moi, Swan. Au début, j'étais perplexe. Et puis putain, après tu la réécoutes et faut la réécouter. Faut le revoir, faut la réécouter. Faut le revoir, la réécouter. Il y a Izura qui nous pose une question qui est assez intéressante. La vraie question, c'est comment est-ce que Anna Tawai a réussi à rentrer dans son costume ultra moulant? Apparemment, elle était nue dans son costume. J'ai lu une interview où elle disait qu'elle était totalement. Je pense qu'elle a pas le choix de toute façon. À poil là-dedans, quoi. Et là, tu vois vite la marque de la culotte, quoi. Enfin. Donc elle a pas vraiment le choix. Ouais, mais voilà. Bon, je sais pas trop comment elle a fait, mais on pourrait lui demander. On va l'interviewer bientôt. Alors, pour en venir au scénario, maintenant, le cœur du sujet, je trouve que c'était un scénario plutôt intelligent. Alors, effectivement, beaucoup de gens ont gueulé contre les ellipses. À commencer par BTO. C'est vrai que, bon, quand tu commences à gueuler contre les ellipses, tu commences à gueuler contre le cinéma. Oui, clairement. Voilà. Après, il y a une ellipse qui est grossière. Il y a une ellipse qui est très grossière, mais moi j'ai trouvé ça quand même plutôt pas mal géré. Quand Bruce Wayne revient, on peut le dire, parce qu'on a parlé de prison tout à l'heure. Il revient, et effectivement, là c'est très grossier. Ils auraient pu faire une scène en plus pour montrer quand il arrivait, son retour. Parce qu'effectivement, tu sais pas comment il rentre dans Gotham. Tu sais pas comment il fait. Ça, c'est un peu étrange. Bon, effectivement, c'est. Mais. Après, il n'y a aucun risque que quelqu'un rentre dans Gotham. Le risque, c'est que les personnes en sortent. Donc, Oui, c'est vrai, mais attends. Bref. Après, d'ailleurs, c'est un personnage recherché. Bref, exact. Apparemment, il y a une version longue qui va sortir. Voilà. Avec des points en plus. Oui, Mathieu. À ce sujet, je tiens à dire ma théorie, même si je ne l'argumenterai pas, puisque sinon ça spoilerait. Mais les gens peuvent venir me voir pour en parler. Pour moi, Batman dans le film, c'est le Christ. Oui, non, c'est vrai. Oui, non, vraiment. Il y a des éléments christiques tellement prononcés que c'est plutôt drôle d'ailleurs. Mais non, mais je suis d'accord. Il y a des gros éléments christiques, c'est juste débile. Non, mais. Non. Mais t'as bien aimé, toi, au final. Moi, je le trouve meilleur que le 2. Parce que pour moi, le 2 a perdu souffle en fait au bout d'une heure et demie. C'est toujours bien. Mais il n'y a plus autant l'intensité des débuts, et donc du coup, voilà, ça descend. C'est un décrescendo qui est pas très agréable. Alors que Dark Knight Rises, même s'il atteint pas le niveau de folie justement du début de Dark Knight Returns, Dark Rises. Non, du deuxième. Dark Knight, ok, d'accord. Même si le 3 atteint pas sur la longueur, l'intensité du deuxième, il est beaucoup plus équilibré. Les personnages ont tous chacun plus d'expression, alors que dans le deuxième, Heath Ledger prenait tellement de place qu'on oubliait tous les autres personnages. Exactement, et c'est un peu gênant. Il y a Noxley qui nous dit qu'il n'y aura pas de version longue au passage. Il n'y a pas une version. A priori, il n'y aura pas de version longue. J'avais cru comprendre ça. Non. Ah, ok. Je crois qu'il n'y en a eu pour aucun Batman, non? Non, mais il m'a semblé qu'il avait annoncé qu'il y aurait plus de scènes coupées. Ou alors c'est les gens qui voulaient à tout prix qui se mettent moi j'avais vu ça sur Twitter. Et moi j'ai trouvé ça. Donc le scénario, j'ai trouvé plutôt pas mal. Et en fait, chaque personnage. Ouais, tu voulais dire quelque chose d'autre, Mathieu? Ah oui, j'avais pas fini. Excuse-moi, désolé. En fait, pour revenir sur le scénario, moi le problème que je n'ai pas ressenti, que j'ai pas eu du tout en voyant le film, mais que j'admets très facilement quand on contre-argumente à ce sujet, c'est la temporalité. Enfin, c'est ridicule quand les flics sortent à un moment, il y a des plans des types, ils devraient être totalement modifiés physiquement par une épreuve qui vient de traverser, et ils arrivent, ils sont frais comme des gardons. Enfin, c'est totalement débile de ce point de vue-là. Il y a des erreurs dans plein partout. C'est juste genre le scénario, il est marrant, c'est un divertissement, mais il est pas bien écrit. Moi je trouve justement que je le trouve à la fois très émouvant par moment.
Notamment la scène avec Alfred, les 2 scènes avec Alfred. Ces 2 scènes-là sont très bien. Elles sont magnifiques. Elles sont courtes, mais elles sont vraiment prenantes. Il y en a qui l'ont trouvé larmoyante cette scène. Ah ouais, mais moi larmoyante, mais c'est péjoratif. Ouais, oui, voilà. Ah non. Moi j'ai trouvé. Alors que moi pourtant je trouvais ça vraiment. Moi je trouvais ça très. C'était juste. Larmoyant, il y aurait eu des violons. C'est le mot, c'est juste. Oui, c'est juste. Bon, moi, c'est épique. Très juste. Et par d'autres moments, c'est clairement épique. Oui. Après, ça reprend des éléments du comics dans le sens. De Nightfall, on peut le citer d'ailleurs. Comment ? On peut le citer d'ailleurs. C'est basé sur Nightfall. C'est basé sur Nightfall. En grande partie. Voilà. Qui est sorti en 93, je crois. Alors en fait, en gros, au niveau comics, Rises c'est Nightfall, enfin la saga Nightfall, donc avec la première confrontation de Batman contre Bane, et la deuxième partie du film, c'est quand il y a un tremblement de terre à Gotham City. Gotham. Ah merde. Merde, putain, c'est trop con. Je sais plus. Je connais de nom. C'est pas bien ça. C'est voilà, quand c'est une autre histoire qui arrive beaucoup plus tard dans l'univers de Batman, et c'est en gros c'est un mélange des deux. Gotham Central, non. Mais le fait est que pour moi ça aurait dû être 2 films parce que on va pas assez au bout de chaque problématique. Donc il y a des manques au niveau du scénario. C'est d'ailleurs pour ça quand tu disais qu'au niveau des ellipses. Il y a des trucs, ça s'enchaîne. À la fin, ça s'enchaîne beaucoup trop vite. Fait genre, ouais, mais non, enfin, vous auriez pu garder l'attention encore plus loin, ou genre, mais bon, voilà, il conclut comme ça. Mais ça reste un bon divertissement. Ceci dit, je sais que Swan sur Twitter t'avais rebalancé peut-être un article avec Cronenberg qui disait genre. C'est Back in Hell. Hein c'est pas Back in Hell. Hein c'est pas Back in Hell pour la BD. Non, c'est pas ça du tout. Mais Cronenberg qui disait que lui trouvait que c'était de la merde. Moi je suis pas d'accord avec Cronenberg sur le fait que c'était de la merde. Par contre, il disait que c'était pas du grand cinéma. Et là je suis tout à fait d'accord. C'est pas du grand cinéma. C'est bien fait. C'est du bon divertissement. Mais il y a tellement d'erreurs, les personnages ont absolument aucune liberté d'expression parce qu'il y a tellement d'effets spéciaux partout. No Man's Land. Ouais, No Man's Land, voilà. Exact. Donc c'est voilà. Mais bon, les personnages n'ont pas de liberté d'expression. Ils jouent bien, c'est bien interprété, mais il y a pas de développement de personnages véritablement. Ils sont là, ils sont stoïques, il leur arrive des trucs, mais genre. Quand on voit quand même l'espèce de spaghetti, c'était totalement emmêlé. C'était génial dans Dark Knight, le précédent. Le scénario était fou, ça partait dans tous les sens. Et puis là, on est plus dans un scénario à la Avenger. C'est un truc qui va exploser. Ouais, je sais pas. Fou. On n'est pas plus loin, quoi. Le deuxième fou, enfin je sais pas. Moi, je on va pas faire toute l'émission. Si fou que ça, Dark Knight en plus. Non, c'était bien, mais d'un point de vue scénario, je le trouve vraiment en dessous en fait. Ouais. Parce que moi, Dark Knight, j'ai dû le voir 2 fois pour bien voir à peu près toutes les ficelles. Faut le voir plusieurs fois. Mais même celui-là, il y a quand même pas mal de ficelles. Enfin, il y a pas mal de. Quand même, quand on voit le début de Dark Knight, c'est assez entrelacé. Le début de Dark Knight, il se passe à plein de Dark Knight différents. En même temps, c'est basé. Dark Knight est basé sur 2 arcs différents déjà à la base, donc. Ce qu'il y a, c'est que pour un film où il y a eu tellement de choses qui se passent, c'est assez bien monté pour que ce soit très lisible. Mais en soi, dire que c'est complexe, je pense que, enfin, pour moi, c'est abusé. C'est pas super complexe, mais c'est quand même. C'est un bon blockbuster. C'est pas. Non, oui, c'est un blockbuster. C'est un très bon divertissement efficace avec des gros problèmes. Ce qui est intéressant, c'est que qui n'enlève rien au film. Le film est bon. Chaque personnage en fait dans le film est proche, mais aussi en même temps très éloigné des personnages de comic books. Par exemple, Bane, clairement, c'est toujours un mec baraqué, super intelligent, fin stratège avec un masque, mais ses motivations sont quand même légèrement différentes. Oui, elles sont bien adaptées à l'univers par exemple, Selina Kyle, on garde toujours la voleuse avec une sidekick qui l'aide. Oui, enfin, c'est plus d'ailleurs la Selina Kyle. C'est une reprise d'ailleurs de Year One, ouais. Oui, du personnage de Year One. Oui, enfin, avec des éléments de la série qu'avait fait Ed Brubaker et Darwin Cook. Mais oui, effectivement, c'est plus celle de Year One aussi. Et voilà, et c'est ça que j'ai bien aimé. Bon, le personnage de Marion Cotillard est intéressant. C'est pas stupide, c'est pas un personnage inutile. Très intéressant. Contrairement à son rôle dans Contagion qui était totalement inutile. Moi je trouve que c'est pas si intelligent que ça parce qu'une fois qu'on apprend la vérité sur son rôle, etc., Bane ne sert plus à rien quoi. Enfin, Bane ça devient une petite fiotte. Oui, un peu, mais. Non, je suis pas d'accord, je suis pas nécessairement d'accord. Il perd peut-être en charisme, mais il en est pas moins un personnage. Et surtout, on se dit Tom Hardy joue très bien. Oui, non, voilà. C'est pour ça, vrai. Les acteurs jouent tellement bien, la plupart jouent tellement bien que pour ce que c'est, que ça fonctionne bien. Mais Tom Hardy, il a fait des interprétations bien plus folles que ça. Dans Bronson ou dans La Taupe, là ça demande à son jeu d'être un peu plus poussé, quoi. Surtout de Bronson d'ailleurs par rapport à La Taupe. Parce que La Taupe, il y a tellement de personnages que c'est difficile de s'exprimer. Mais en soi, le personnage de Bane est bien fait, mais c'est pas des rôles pareils pour
Pour Christian Bale, Christian Bale, il a pas besoin trop de se fouler pour interpréter Batman, quoi. À part quelques scènes qui sont vraiment bien. Sinon, ça veut genre. Ok, scènes... tu te mets dans le costume et tu vas faire genre je suis Batman. Genre, ok, cool, génial. Les scènes où Christian Bale joue Bruce Wayne, elles sont très bien. Et justement, très bien. Le personnage de Bruce Wayne a beaucoup plus d'importance dans ce film que le personnage de Batman. Ça, c'est aussi un très bon point et un point intéressant, en tout cas pour les fans de Batman. Mais en soi, le film. Je tiens à tempérer juste vos avis qui sont quand même assez très très positifs, assez envolés. Bon, pour moi c'est pas fou, mais je l'ai quand même noté 9 sur 10 sur Sens Critique en s'entend parce que j'ai surkiffé. Mais c'était un plaisir sensoriel, c'est pas un plaisir intellectuel. Donc toi tu leur as donné 9 sur 10, t'as bien aimé. Mais j'ai beaucoup aimé, c'est un très bon divertissement pour ce que c'est. Swan, on doit mettre des notes genre, non vas-y, clairement, t'as aimé 9, pareil, je vais dû mettre 9 ou 10 moi je lui ai mis 8 sur 10. Juste je cite le commentaire de Neko Furioso qui nous dit c'est pas Nolan qui adapte Batman, c'est vraiment Batman qui s'adapte à Nolan, et pour moi c'est pas du tout préjudiciable. Moi je suis assez d'accord avec lui. Ce que je trouve très bien, c'est que Nolan va réinterpréter la mythologie des comics. C'est ce qu'il a fait pendant les 3 épisodes. C'est plus la trilogie Batman, c'est la trilogie Dark Knight d'ailleurs. Enfin, c'est vraiment extirpé de ce qui avait été fait avant. Il va réinterpréter tout ça et il le fait pour surprendre les fans. Il va essayer, il y a tout le temps des clins d'œil aux fans de comics, ce qui fait qu'en fait il va jouer avec eux pour vraiment leur donner encore plus de plaisir. Et il va seulement s'inspirer d'arcs narratifs des personnages, mais il va pas les copier clairement. Et je trouve que c'est vraiment un tour de force de la part de Nolan. Et du coup, en plus, il est respecté des fans grâce à ça. Oui, mais ce qui est d'ailleurs la très bonne solution, parce que quand le comics essaye de coller quand le film essaye de coller aux comics, généralement c'est de la merde. Bah, ça donne la meilleure one quoi. Green Lantern, c'est nul à chier, mais c'est très proche. C'est très proche du comics, c'est pas la merde en barre. C'était pas terrible. Dans un tout autre domaine qui n'est pas super héroïque, le dernier Astérix, dès qu'ils essayent de faire il est pas sorti encore. Je l'ai vu en avant-première. Dès qu'ils essayent de coller à la BD, c'était de la merde en barre. Dès qu'ils font des blagues un peu originales différentes, ça fonctionne, c'est drôle. Mais la plupart du temps, c'est de la merde parce qu'ils essayent trop de coller. Voilà. Quand on prend un produit, on le réadapte. Ce qu'a fait Nolan, très bien, c'est fantastique, ça fonctionne très bien. Ce qu'a fait Whedon aussi avec Avengers. Oui, voilà. Whedon aussi sera approprié à Avengers. Clairement, ouais. Ce qu'a fait Mark Webb avec Spider-Man, pardon. Comment Non mais Dark Knight c'était Year One, si on peut très rapidement, c'était inspiré très largement de Year One. Ouais. Ensuite, Dark Knight c'était quoi? Pour moi c'est Long Halloween, pas mal. Et sur la relation entre justement Gordon, Dent et Batman. Si on veut effectivement. Et sur la fin des gangs en plus. Ouais. Et des bouts du personnage du Joker dans Arkham Asylum de Morrison. Et un peu le personnage du Joker dans comment ça s'appelle? Le Joker d'Azarello, je trouve qu'il y a pas mal de ressemblances graphiques notamment. Avec les cheveux sales, le côté un peu crade. Oui, effectivement. Oui. Et puis là, c'est Nightfall et No Man's Land. Et No Man's Land. Voilà. Donc, quid d'un nouveau Batman par la suite? Juste, moi, avant de lancer le débat rapidement, je trouve aussi que c'est une super conclusion parce que on l'a pas dit, mais que ça soit Batman Begins ou The Dark Knight, c'est des films qu'on peut regarder sans avoir vu le suivant ou le précédent et qui suffisent à eux-mêmes. Là, il faut avoir vu les deux autres et c'est vraiment il y a des rappels tout le temps et mais pour moi ça fait partie des trilogies, des sagas qui vont marquer l'histoire du cinéma au même titre que Star Wars ou peut-être Star Wars. Voilà. C'est pour ça que je me dis qu'il avait peut-être pas tout écrit depuis le début, mais je pense qu'il avait une grande vision d'ensemble. Et que pour lui, un film ou deux, c'était pas suffisant, il fallait absolument qu'il en fasse 3. Parce que clairement, tout se tient, tout s'imbrique, c'est carré, quoi, c'est logique. C'est super carré. C'était conçu pour être 3 films. Ouais. Donc voilà, c'est peut-être la première fois à la base, j'avais lu un truc en quoi il devait en faire qu'un. Il devait faire que Begins, et puis le reste, il était pas sûr. Au début, les gens pensaient que Begins, c'était un préquel au Batman de Burton. Ça a été aperçu comme ça parfois. Les gens sont cons. Les gens, ouais. C'est pas le même univers du tout. Non, si, il y a un peu le côté gothique aussi dans le Batman Begins. On voit ça avec du recul aussi, métro, pour ça, parce que les scènes dans la ville, elles faisaient très Burton, je trouve. C'est vrai. Oui, alors il y a d'autres films dans la vie, on pourra en parler aussi. On va terminer un nouveau film Batman. A priori, il y aura, s'il y a un GLA, il y aura un Batman. Voilà. Et qui? Ça va être super. On peut pas dire de toute façon si on aimait des trucs ça sera Mark Webb. Voilà. Mark Webb, très bien. Bon, ensuite je pense que Batman, on est plutôt tous d'accord pour dire que c'était un bon film, très bon film avec des réserves parfois, mais c'était un film qui se tient bien. Maintenant on va parler de Wrong de Quentin Dupieux avec Jack Plotnick, Eric Judor, donc de Eric Ramsey, et Alexis Dziena. Dolph Springer se réveille un matin et réalise que l'amour de sa vie, Paul, son chien, a disparu. Dolph va profondément changer la vie de ceux qu'il rencontrera en recherchant Paul. Alors, j'ai pas vu le film, mais il y a un préquel que j'ai vu qui s'appelle Wrong Cops
et où il y a Marilyn Manson dedans, qui joue un mélange d'adolescent attardé et de hipster, qui joue super bien, et ça dure un quart d'heure, je crois, un quart d'heure, un peu plus, et je vous encourage vraiment à le chercher. Je crois qu'il est disponible sur le net, hein, mais totalement, gratuitement, enfin, je crois qu'il est sur vidéo. Non, pas vidéo. Vimeo, voilà, mais merci. Donc je vous encourage à le voir avant de voir Wrong, même si Wrong il doit plus être à l'affiche depuis une semaine au moins. Je l'ai vu la semaine dernière. Ok. Donc il y a peut-être des chances encore. Alors, point sur les gens qui l'ont pas vu encore. Moi j'ai vu la bande-annonce, ça veut dire super beau, très con, mais très beau. Ouais, alors. Il y a un côté Wes Anderson, hein, je trouve, sur la bande-annonce, les images, tout ça. Oui, alors c'est très épuré. Est-ce que vous avez vu Steak et Rubber ou pas? Non. Oui, enfin Steak, oui, Rubber. Ouais, Robert. C'est pour ça que Wes Anderson, j'ai pas vu de film. Enfin, moi, ce que j'ai vu de Wes Anderson par rapport à Robert, ça colle pas du tout. Bah non, c'est vrai. Non, mais quand tu vois la bande-annonce de Wrong, si tu l'as vu. Non. Bah, c'était des putains d'images, pareil. Ouais, c'est très beau. Non, mais voilà, c'est très beau. Alors, pour peut-être précision, Quentin Dupieux, il fait de la musique aussi. C'est Monsieur Oiseau chez Headbanger. Et il a toujours fait des films un peu absurdes. Son premier film s'appelait Non-Film, et c'était très barré. Ensuite, il a fait Steak avec Eric Ramsey, Kavinsky qui a fait la musique de Drive, la musique de générique. Il y avait Sébastien aussi. Et j'avais adoré Steak, c'était très cool, très con. Vraiment très con. Parce qu'il y a des gens qui ont vraiment détesté et d'autres qui ont adoré. Ouais, mais ça a divisé les gens. C'était soit tu adhères totalement, soit tu le rejettes en bloc. Oui, mais c'est normal. C'est parce que c'est tellement absurde que bon, c'était forcé que ce soit tout ou rien. Mais c'était pas un film d'Eric Ramsey en fait. Ah non, pas du tout. C'était clairement Quentin Dupieux qui prenait Eric Ramsey, c'est genre venez dans mon univers et ça va être rigolo. Et mais il avait amené plein de copains lui aussi. Hein. Et Robert, je l'avais trouvé assez déroutant, mais j'avais bien aimé. C'était très cool. Très bien fait. Il est pas parfait, hein, loin de là, mais il est très bien fait. Mais j'ai jamais vraiment compris comment il faisait pour faire rouler le pneu sans. Enfin, je suis peut-être très con, hein. Mais parce que brièvement, Robert, c'était un film sur un pneu tueur en série en fait. Qui se vengeait des gens qui avaient tué sa famille. Et c'était en fait Hitcher, enfin le film Hitcher, mais avec un pneu. Voilà. Et Rodger Hauer dans le rôle du pneu. C'est exactement ça, avec des expériences dans le désert avec des gens. C'était très étrange. Il y avait un petit côté méta aussi. Ouais, c'est vrai. Mais après, Wrong, j'ai pas accroché des masses. En même temps, j'y suis allé à cause de la SNCF. Je suis arrivé 3 minutes en retard. J'ai pas vu le début du film. J'avais la haine. C'est vrai que c'est très beau, comme l'a dit Swan. C'est superbe. Les couleurs sont magnifiques. L'image est plutôt très belle. Après. C'est assez stupide. Le pitch de départ est très stupide, pas plus qu'autre chose, hein, effectivement. Il y a des films d'action qui sont bien plus cons dans l'idée de départ. On en parlera tout à l'heure. Mais là, je sais pas. Le mec perd son chien, il est démoralisé, bon, certes, mais est-ce que c'est. À un moment, il y a une scène avec un livreur de pizza et ça n'a aucun sens. Alors, effectivement, il aime l'absurde, Quentin Dupieux, mais c'était peut-être un poil trop pour moi. À savoir que de ce que je sais de Dupieux, c'est pas, quand on dit absurde, c'est pas du tout l'absurde à la Monty Python. Ah non, c'est pas ça. C'est pas de l'absurde avec une portée, avec qui se veut être une métaphore de choses. C'est pas genre un lapin qui saute au cou sans crier gare. Non, voilà, en fait, il y a beaucoup de silence en fait. C'est ça, exact. C'est le malaise en fait. Et c'est un film sur le malaise, c'est ce que j'allais dire. C'est un film sur le malaise. Tout le temps, tu vois le mec, il a l'air d'avoir honte de lui. Tout le monde le regarde bizarrement. Même Eric Judor, qui joue un mec assez teubé, le regarde avec un regard assez condescendant, voir mes mecs. Bien ZF. Ouais, c'est les ZF. Enfin, je sais pas. Et puis les personnages sont pas intéressants. Dans Steak, tu réussissais à Eric Judor jouait un mec un peu loser qui était marrant et qui essayait absolument de s'intégrer dans la société. Ramsey collé au code et se faisait faire de la chirurgie plastique et ressemblait à rien. Là, tu trouves, il y avait une certaine tendresse pour les personnages. Là, il y a rien. Aussi bien Eric Judor que Plotnik là, ils sont tellement cons et vides, sans charisme que il y a absolument rien et c'est très difficile. Et dans Rubber, alors que c'était un pneu, enfin on avait de la compassion pour le pneu. Exactement. On voulait qu'il s'en sorte quoi. Parce que tu voyais que les êtres humains étaient vraiment littéralement cons et tu te disais qu'en fait au final il faisait bien j'irais pas jusque là, mais moi, c'est ce que j'avais ressenti. Mais le pneu était intéressant, le pneu avait des motivations, le pneu était là, le pneu jouait bien, le pneu était présent. Et d'ailleurs il y a eu une séance de Rubber avec l'équipe et le pneu était là en fait.
Là, c'est fou. Ils avaient amené le pneu, quoi. C'est un petit Goodyear en plus, je crois. C'est détail intéressant. J'ai une question, parce que Steak, c'était une production française, je crois, c'était Canal. Et là, c'est toujours Canal? Ou est-ce que c'est devenu américain? C'est toujours Canal, ouais. C'est Canal. Ouais. Dans la bande-annonce, ça parle américain. Ça parle américain. Ouais. Ça parle anglais. Ça parle anglais, mais avec un accent américain. Non, mais c'est fait pour le public américain. Enfin, le film a été diffusé en avant-première, je crois, à Sundance. Il a gagné des prix d'ailleurs là-bas. Il a gagné, je sais plus. Je sais pas s'il a gagné des prix là-bas, mais il a été présenté en tout cas. Il a été présenté à Sundance. C'est toujours une production française, alors vous pensez? Je pense pas. Tout à l'heure, on va parler. On parle de The Secret après. The Secret après, qui est avec Jessica Biel. Le film est entièrement en anglais, etc. Mais c'est une production de c'est M6. Ouais, non, bien sûr. Non, mais je sais bien, mais là, ça fait tellement. Enfin, avoir gagné des prix à Sundance, tout ça, je me dis, c'est fou que ce. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pas faire acheter. Quentin Dupieux, c'est un réalisateur qui a une véritable identité. Et même si les films sont pas forcément géniaux, au moins ils méritent d'être vus parce qu'ils sont différents. Oui, non, clairement. C'est quand même un truc qu'on ne peut pas donner à beaucoup de monde, ils sont différents. Après, c'est un peu comme ses musiques, parfois je me demande s'il fait pas les trucs au hasard. Il fait... Flat Beat, c'est super efficace. Je suis pas client des masses, mais il y a une raison pour laquelle je pense qu'il se fait encore beaucoup de thunes avec ce morceau, c'est qu'il est très efficace. Et c'est d'ailleurs très marrant que en fait il est parti de sa carrière musicale avec ce titre. Pratiquement, il a quoi? Il a un album? Il y a quoi? En fait, il a beaucoup fait de choses pour Uffy, des artistes à côté, les compilations. Il a produit des trucs. Il était chez Fcom avant, il était. Il a d'autres titres inconnus. Hein. Enfin, ouais, il a genre, je crois, ça s'appelle Double Bass, non? C'est ça. Enfin, il y a des trucs. Je sais pas. Mais il a fait beaucoup de trucs quand même. Ok. Parce que pour moi, c'est vraiment le type qui a fait ce single, et après ça, en fait, il a découlé autre chose. C'est comme s'il avait eu ça comme point de départ. Il fait genre, bon, bah maintenant, je vais pouvoir faire d'autres choses. Non mais c'est cool hein, après le film est pas terrible, moi je l'ai pas trop aimé, mais c'est vrai qu'il est quand même, il est bien foutu, il est beau. Après moi je me suis pas marré une seule fois parce que c'était vraiment trop absurde pour moi. Bah alors dans ce cas-là, alors je pense que moi j'aurais beaucoup ri parce que Wrong Cops c'était très absurde et ça m'a pas dérangé du tout. Puis franchement, allez le voir, Wrong Cops, essayez de le voir juste pour Manson dedans, il est génial. Puis j'ai du mal à rire devant le malaise des gens en fait. Ça me fait toujours un peu de peine. Moi aussi, mais des fois là, bref. Voilà, enfin donc, bref, mitigé. Je suis le seul à l'avoir vu, donc c'est un peu dommage, hein. Voilà. Maintenant, je pense que Geoffroy va nous parler de The Secret de Pascal Laugier. Mon Dieu. Vas-y Coco. Alors, Pascal Laugier. Tu fais de la merde. The Secret, The Tallman en VO est donc un film de Pascal Laugier qui avait précédemment réalisé Martyr, Saint-Ange, également le making-of du Pacte des Loups, superbe film s'il en est. Oui Mathieu. Avant toute chose, il tient à préciser, Martyr c'était vraiment, ça méritait vraiment pas d'en parler à Bâle comme on en a parlé. Enfin, il est surestimé ce film. Non mais moi je déteste ce film. C'est phénoménal. Je l'ai pas vu. C'est vraiment malsain. Bah, j'ai pas grand chose à voir en fait. D'accord. Pour revenir à un truc encore hors sujet, il avait fait vous êtes des animaux. Je viens de me souvenir. Ah oui. Voilà, et ça avait fait. Vous allez crever. Vous êtes des animaux. Et voilà, c'est qu'on parlait de Monsieur Oiseau. Oui, Monsieur Oiseau. Pas Pascal Laugier. Pascal Laugier, il a fait Martyr toujours et c'était pas terrible. C'était vraiment de la merde. C'est bien réalisé d'ailleurs. Mais on passe à la suite, messieurs. Donc The Secret avec Jessica Biel, avec Jodelle Ferland, avec Stephen McHattie et avec William B. Davis. Donc grosso modo, on retient seulement Jessica Biel, le reste je ne connais pas. Le pitch, le film se passe en fait dans un village situé à côté d'une mine désaffectée. Les enfants disparaissent peu à peu. La légende locale accuse le Tallman, un monstre qui les enlèverait. Pour les plus rationnels, il s'agirait il s'agirait d'un pédophile. Un jour, le fils de Jessica Biel, qui est donc Jessica Biel qui joue Julia Denning, se fait à son tour kidnapper et donc elle va tout faire pour le retrouver. Est-ce que vous avez vu, ne serait-ce que la bande-annonce qui avait un truc assez particulier? Non, pas du tout. Même pas la bande-annonce? Non. Alors la bande-annonce, je vais la passer sur le chat vidéo pour les gens qui nous regardent en vidéo. La bande-annonce avait un truc très particulier, c'est-à-dire que dès le début, elle nous prévenait qu'elle se basait seulement sur la première moitié du film, pour éviter de spoiler le truc, et donc il jouait beaucoup sur le suspense, sur qu'est-ce qui va se passer. Même l'affiche, même si le second de l'affiche était vraiment tout pourri, l'affiche avait un peu, c'était un peu de la même teneur avec mais où sont passés les enfants, le film qui nous a le plus bluffé depuis Sixième Sens, etc. Oui Mathieu. Ce que j'ai cru comprendre en fait, The Secret, il y avait 3 parties dans le film en fait, 3 parties assez distinctes. Oui, on peut dire ça. Parce qu'en fait, le défaut de Martyr, c'était aussi ça, c'était 3 parties très distinctes, qui étaient pas mauvaises. Elles sont pas très distinctes, hein. Enfin elles sont pas super distinctes. La maison, la cave. Dans Martyr. La maison, la réunion, la cave. C'est ça, ouais.
Donc moi, la bande-annonce m'avait donné assez envie justement avec cette idée de on va pas tout vous dévoiler, on va vous laisser de la surprise, ce qui est rare aujourd'hui au cinéma. Dans Spider-Man, je vois dans Spider-Man, voilà, avec au total 20 minutes d'image, il y a quelqu'un qui a reconstitué quasiment l'intégralité du film avec les 20 minutes de trailer, teaser divers qu'il y a eu. Donc voilà, c'est un peu dommage. Faut avouer que le film est quand même très bien construit. Moi j'ai été assez bluffé sur la construction, sur l'évolution des personnages, sur le plan de l'intrigue, sur le scénario, l'attachement du spectateur au personnage. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien foutu. Sur le plan purement scénaristique, vraiment, j'ai été bluffé. Logi en fait il joue pas mal avec le spectateur, comme avec les personnages d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il va malmener les personnages, il va malmener en même temps le spectateur. Sur vraiment ça c'est bien foutu, il sème la confusion dans l'esprit du spectateur. C'est vraiment très très bien foutu sur ça. En revanche, le message du film, c'est à vomir. Enfin, j'ai eu la nausée en sortant du truc. Je trouvais ça vraiment profondément choquant. Je vais pas le dévoiler parce que on sait jamais, il y a peut-être des gens qui vont quand même aller le voir. Ça m'a vraiment fait mal au cœur. Voilà, je peux pas en parler, donc c'est un peu dommage. Mais attends, qu'est-ce que tu reproches au film? Est-ce que tu l'as trouvé bien écrit, bien réalisé? Je l'ai trouvé bien écrit, bien réalisé. Est-ce que tu as aimé, en fait, pour résumer, la forme, tu le trouves bien, mais dans le fond, tu le rejettes totalement. Ouais. Donc en fait, on peut pas revenir et critiquer les créateurs français ou le système français comme il avait fait dans le documentaire Viande d'origine française, où clairement il dénonçait un problème dans les productions françaises. Là, le gars, clairement, il sait faire le film. Logier sait filmer. Il sait écrire. Tu l'as vu toi ou pas? Non, je l'ai pas vu, malheureusement, j'ai pas eu le temps. Non, c'est très bien écrit. Effectivement, il y a des ressemblances un peu avec Sixième Sens sur certains trucs. J'ai été très surpris. Mais la réalisation est relativement bateau. Enfin, c'est pas non plus. Mais c'est beau. Oui, c'est beau. Enfin, c'est des couleurs. Non, Martyr, il sait tenir la caméra. Non, mais c'est beau. C'est quoi? Il y a rien de de choquant. J'ai pas eu d'éclair de génie comme j'en ai eu devant Prometheus par exemple. J'ai l'impression sur la réalisation pure. J'ai l'impression que chez les Français, chez les réalisateurs français, on a un gros souci. C'est pas tant l'écriture que la réalisation, que le fond même. Des films. Parce que quand tu regardes Frontières, non, Frontières est un mauvais exemple, parce que Frontières est vraiment un chien à tout point de vue. Quand tu regardes La Horde, non, c'est la même chose. En fait, c'est insauvable, on peut rien faire. Non, mais Logier, c'est vrai que Mathieu avait raison. Martyr était pas mauvais, pas moche, il était plutôt bien c'est filmé. Joli, c'est bien fait, mais c'est juste mais le fond était vraiment dégueulasse. Alors que c'est censé être choquant, enfin, la fin, c'était juste genre, d'accord. Mais c'est juste gratuit. Je peux aller me faire ma manucure en même temps, si tu veux. Alors que c'était censé être choquant, alors. Ok, d'accord, si tu veux. Ouais, alors, on nous dit, on est en train de nous dire, The Tollman, ça s'appelait The Tollman en fait, qui est devenu en français The Secret. Les mystères de la localisation, ces titres en VF sont très ZF. Il y a un peu de ça. Non mais c'est vrai que je comprends, pareil, je comprends pas pourquoi. Qui devient The Very Bad Trip quoi. En même temps, The Secret, les gens ils se disent, voilà, c'est facile, c'est quelque chose en français. Surtout qu'il n'y a même pas de secret. Enfin si, ouais, bref. Bon alors, pour faire court, t'as trouvé ça malsain? Ouais. Mais tu veux pas en dire plus parce que... Non, d'un point de vue de l'éthique. Oui, d'un point de vue de l'éthique, des motivations des personnages et tout ça. Enfin bref, je vais pas en dire plus. Le problème, c'est que c'est jamais contrebalancé par la réalisation. Oui, j'ai été choqué du fait de ma morale à moi judéo-chrétienne. D'accord. Voilà. C'est pas judéo-chrétien du tout et ça me choque profondément. On va passer à la suite. Allons-y, avec des hommes sans loi, Lawless, toujours par Geoffroy. Ah bah toujours par moi. Donc c'est un film de John Hillcoat qui avait déjà réalisé La Route et The Proposition. La Route, The Road, avec Shia LaBeouf dont on n'a pas parlé tout à l'heure, mais avec Tom Hardy dont on a parlé tout à l'heure, avec Jason Clarke également et avec Guy Pearce. Il est partout, Guy Pearce. Il est partout. Je sais pas comment on peut s'appeler Shia LaBeouf. En fait, je trouve ce nom improbable. Shia LaBeouf. Il est d'origine française, hein. Le bœuf d'origine française, monsieur. Exactement. Le pitch en 1931 au cœur de l'Amérique, en pleine prohibition dans le comté de Franklin en Virginie, État célèbre pour sa production d'alcool de contrebande. Alors pour le coup, c'est vraiment IMDb. Les trois frères Bondurant sont des trafiquants notoires. Jack, le plus jeune, ambitieux et impulsif, veut transformer la petite affaire familiale en un trafic d'envergure. Ça je le rajoute, mais il a pour modèle les grands gangsters de Chicago. Il va rêver de beaux costumes, de dames, et il espère impressionner la sublime Bertha Howard, l'aîné, lui est le bagarreur de la famille. Loyal, son bon sens se dissout régulièrement dans l'alcool qu'il ne sait
pas refuser, qui ne sait pas se refuser, et Forrest, enfin le cadet, fait figure de chef et reste déterminé à protéger sa famille des nouvelles règles qui imposent un nouveau monde économique. Enfin voilà. Grosso modo, pour la faire court, ce qui va se passer, c'est que ces 3 frères qui sont des contrebandiers vont, et donc tout le village d'ailleurs fait de la contrebande d'alcool, enfin toute la petite ville. Putain, mais c'est le 93 ? Ouais, c'est un peu le bordel. Vont se retrouver un peu dans la mouise quand le nouveau juge va arriver, enfin le nouveau procureur va arriver avec l'agent spécial, j'ai oublié son nom, mais avec l'agent spécial joué par Guy Pearce, qui lui est totalement incorruptible a priori. On voit les défauts justement de cette incorruption et jusqu'où ça peut aller. Ça me fait vraiment penser aux incorruptibles justement. Ah bon ? Ben genre il y a un mec qui arrive, il et il dit ok c'est fini ce bordel. Dans ce cas-là, ça te fait penser à tous les westerns, non ? C'est vrai, bien vu. Oui, alors c'est à la fois un film de gangster et un western en fait. C'est ça qui est assez paradoxal. Ouais, c'est vrai. Il y a un peu les deux. Sur la photo, c'est très 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 western, sur les lumières, sur tout ça. Et après, le thème, c'est un film de gangster dans une petite ville, certes, dans un grand village au choix, mais c'est un film de gangster. Alors, qu'est-ce que tu as pensé du film ? Moi, je trouvais bien, voilà, correct, très bien réalisé. Ouais. Très belles photos, très belles images, le scénario assez touchant, enfin bien foutu, et surtout je trouve que le scénario a un point fort, c'est que c'est un film qui est sur la confrontation, c'est à la fois la confrontation entre la ville et la campagne, entre donc le comté de Virginie et Chicago, la confrontation entre l'État fédéral et l'individu en tant que personne, la confrontation entre le bien et la morale, même si on sait pas vraiment où se passe le bien ou la morale, puisque on se rend compte finalement que les gentils, enfin les personnages avec lesquels on est censé être en empathie pendant le film, c'est les personnages qui sont dans l'illégalité, et le personnage qui est profondément méchant, et ça en vient d'une caricature, c'est un peu le problème d'ailleurs, donc le personnage de Guy Pearce, lui, il est censé agir pour le bien, sauf qu'il le fait, c'est un sadique, il est insupportable, et donc moi c'est un peu le problème du film aussi, c'est que du coup à cause de ce personnage là j'ai eu du mal à rentrer dedans et y croire. Puis de la manière dont tu le décris, c'est un peu manichéen, genre. Il est très non, mais c'est un monstre. Les gens gentils, et ben en fait, c'est les malfrats. Et le méchant, c'est le mec de la loi. Ouh. Bon, enfin bref, voilà. Il y avait un film de Michael Mann avec Johnny Depp et Christian Bale il y a quelques années, qui était pas terrible du tout. J'ai oublié le nom. C'était aussi sur la prohibition. Ah, oui, il y avait Marion Cotillard dans celui-là. Si, aussi, ouais. Oui, non, c'était sur Dillinger, non ? Oui, c'est ça, exact, John Dillinger, exact. Ouais. Et Christian Bale était aussi un mec bien psychotique, un mec au service de l'État qui tuait tout le monde. C'était cool. Mais donc, en gros, c'est bien réalisé, mais c'est juste que c'est stéréotypé à mort, quoi. C'est ça. D'accord, ok. Par contre, alors, je vais revenir tout à l'heure. Tous les acteurs sont très bons, y compris Shia LaBeouf, d'ailleurs, que j'ai trouvé vraiment très bon. Hein, mais il est bon dans le film. Tu peux pas dire le contraire. Je l'ai pas vu, non. Shia LaBeouf est très bon, et Tom Hardy est extraordinaire. Enfin, il joue vraiment une espèce de à la fois homme, à la fois ours. Enfin, vraiment, il est très sombre, très très pénétré. Et je le trouve vraiment vraiment très bon avec sa voix. Enfin, justement, sa voix qui est profonde mais qui remonte vers les aigus. Je trouve que sa voix est géniale de toute façon. En tout cas, de toute façon, Tom Hardy, pour l'instant, je l'ai pas vu ou entendu dire que dans un film, il était pas bon, quoi. C'est vrai. C'est un gage de qualité. Contrairement à Shia LaBeouf. Est-ce que c'est tout sur Lawless ou tu as des choses à rajouter ? Je regarde rapidement. Mathieu suggérait qu'il fallait regarder The Proposition. Essayer de le trouver. Il se trouve facilement. Mais il se trouve en DVD en import, et il se trouve chez tes cousins suédois sur le net, quoi. Oui, voilà, mais il se trouve facilement. Très bon film, très bon western. Une petite chose à rajouter sur Lawless / Des Hommes sans loi, c'est que c'est un film qui est basé sur une histoire vraie, sur le livre de Matt Bondurant, qui est un peu l'héritier de la famille, et qu'il a écrit en fait à partir des légendes familiales. Donc c'est à la mi-chemin entre fiction et réalité. Voilà, fiction et réalité, c'est-à-dire que ça reste des légendes familiales, donc il a essayé d'enjoliver un peu le truc, de rendre sûrement le méchant plus méchant du coup, mais a priori c'est basé sur une histoire vraie. Très bien. Parce que pour moi, en fait, Bondurant, ça fait tellement penser à des personnages du Quatuor de Los Angeles de James Ellroy, que pour moi, Bondurant, ça fait toujours penser à ça. Je pensais que le nom a été choisi en référence à Pete Bondurant, quoi. Mais bon, en fait, non, c'est un vrai type. Bon. Bien. Fini pour Lawless, hein. Un film avec Shia LaBeouf qui est pas trop mal. Pour une fois, c'est assez étonnant. Maintenant, on va parler d'un film, qu'on n'a pas trop aimé, voilà, qui s'appelle Jason Bourne, l'héritage, The Bourne Legacy en anglais, de Tony Gilroy avec Jeremy Renner. En fait, c'est de pire en pire là. Ouais. Vous avez choisi le meilleur film au début. Edward Norton. Alors,
Tu veux commencer, Geoffroy ? Non, je t'en prie. Très bien. Alors, je n'ai pas aimé. C'est pas un bon film. Pourquoi ? Voilà, c'était une superbe chronique digne de Xavier. Alors, je l'ai vu avec ma copine et on s'est vraiment. Oui, il a une copine. Il a réussi à caser ça. Putain, on l'a regardé. D'accord. C'est pour dire qu'en fait, parfois on se regardait durant le film, on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe ? On comprend rien dans ce film. Non mais c'est vrai, on comprend rien. On comprend pas c'est totalement illisible. Et pourtant on n'est pas con, hein, je veux dire. On est vraiment pas non mais c'est stupide. invitable. Et il y a vraiment des trucs incompréhensible. Et il se la pète à mort en fait. Exactement. Alors, je voulais bien être sûr de pas être un connard fini et j'ai revu les 3 autres films parce que je les trouvais bien et je me suis dit bon attends mais c'est moi qui déconne complètement et je me suis totalement trompé sur les autres ou alors celui-là est vraiment nul. Bah en fait c'est celui-là qui est vraiment nul parce que les autres étaient bien foutus. Alors Tony Gilroy avait déjà travaillé sur le screenplay du premier, donc la mémoire dans la peau. Un des plus gros soucis, globalement, c'est qu'on n'en a rien à branler de ce qui arrive à Jeremy Renner. On n'en a rien à foutre parce qu'il est totalement anti-charismatique. Il n'est pas intéressant. Et on nous le balance comme ça. Aucune scène d'exposition un tant soit peu intéressante. Alors il grimpe dans l'Alaska, oui. Ah bah oui. C'est beau, c'est beau. Les paysages, la réalisation est belle à ce moment-là. J'ai pas dit le contraire, mais voilà. Non mais c'est la seule chose qui est intéressante. Là il y a un bon directeur de la photo. Oui, voilà. Non mais c'est le seul truc intéressant pour vous, mais le seul truc intéressant dans le film, c'est les 20 premières minutes juste d'un point de vue graphique quoi. Oui, c'est ça, dans l'Alaska. Alors il y a plus ou moins un rapport avec l'autre, parce que dans la trilogie Jason Bourne originale, en partie réalisée par Paul Greengrass et l'autre, le premier réalisateur, j'ai oublié son nom. Tu l'avais noté. Ouais. Tant pis pour toi. Pas mal. Écoute, en fait, t'avais Doug Liman. C'était des romans de Robert Ludlum au départ, qui est très connu pour ses romans d'espionnage. Et c'était trois livres qui étaient faits les uns après les autres et qui se tenaient. C'était une histoire complète, avec Jason Bourne qui essaie de trouver qui il est. D'ailleurs, je pense que William Vance et Jean Van Damme auraient dû être attaqués en justice pour un plagiat total avec 13, parce que franchement, c'est abusé. Les auteurs de 13 doivent être attaqués en justice pour atteinte au bon goût. C'est Doug Liman le premier. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il l'a dit. Et en fait, t'avais vraiment une histoire qui se tenait. T'avais un programme, Treadstone, qui engageait des mecs pour mener des opérations en mode Black Ops. C'est-à-dire qu'ils étaient en sommeil pendant des années dans un boulot et on les appelait d'un coup. Ils étaient à Strasbourg, Berlin, Lisbonne. On leur disait voilà, maintenant tu as une cible, tu vas aller la tuer, puis après tu retournes à tes occupations normales. Et voilà. Et Jason Bourne faisait partie de ce programme-là. Et son but, c'est de dénoncer les agissements de ce programme parce que c'est quand même très limite niveau légal. Le souci avec le nouveau film, c'est qu'ils essaient de montrer qu'il y avait d'autres programmes. Donc le programme Outcome. Et que l'affaire Jason Bourne, parce qu'à la fin du 3e de Bourne Ultimatum en anglais, Jason Bourne commence à tout balancer. La mort dans la peau. Il commence à tout balancer à des journalistes. Et globalement, le film actuel là se passe durant le 3. À peu près. Il revient à New York. On sait qu'il revient à New York, donc on se dit qu'a priori c'est en même temps. Et même ça, c'est mal géré. C'est très mal montré, très mal dit. C'est très très bordélique. Globalement, c'est en même temps. Et Matt Damon, c'est Edward Norton qui dirige le programme Outcome, décide de fermer le programme et d'éliminer tous les agents. Et là, Jeremy Renner, il se dit merde, je vais me faire tuer quoi. Et au final, il n'y a pas d'action dans le film. Il y a que dalle d'action. Il y a la fin, il y a une espèce de course-poursuite à la fin, mais c'est tout. Illisible, c'est mal foutu. Rachel Weisz est insipide. Il se passe rien quasiment. Et au final, le film se tient jusqu'à un mot. Et ce mot, c'est manille. Quand ils disent ce mot, ça se barre totalement en couille. Ça devient n'importe quoi. T'es d'accord avec moi ? Oui, une espèce de guerre. Et puis même avant, le film se tenait pas. Alors moi, le gros problème que je vois dans ce film-là, c'est qu'ils ont essayé de rajouter le plus de termes, je sais pas, médicaux, scientifiques, gouvernementaux, le plus d'acronymes d'agences possible. Enfin, vraiment pour essayer de faire Jason Bourne, quoi. Il faut que tu vois avec l'HTCP pour comprendre le programme Ultra. Voilà. Et voilà, le but c'est de faire Jason Bourne. Et en fait, quand tu enlèves ça, tu te rends compte que c'est du blabla en fait. Non, le pitch de l'histoire, c'est un mec qui veut s'implanter un virus pour ne plus devenir un gros con.
C'est ça, et puis en plus, l'astuce d'origine. Non, mais c'est vraiment. Non, mais Mathieu fait une tête bizarre, mais c'est vraiment ça le film. Ils introduisent un concept bizarre, c'est qu'en fait, ils sont modifiés génétiquement, ce qui explique leur capacité physique et mentale. Et donc, en fait, pour les modifications géniques, ils font ça à travers un virus. Mais alors, le virus, tu dois le combattre en même temps, parce qu'après, tu vas mourir. Et en plus, c'est mal expliqué. Enfin bon. C'est pas un film terrible du tout. C'est nul. Matt Damon devait y jouer, mais pour des problèmes... Non, c'est même pas ça. C'est qu'en fait, ils voulaient faire un 4e film. Ils ont proposé à Paul Greengrass. Paul Greengrass a dit non, je veux pas. Et Matt Damon a dit je le ferai seulement si Paul Greengrass le fait. Et comme Paul Greengrass le fait pas, il n'y a pas Matt Damon. Matt Damon, on le voit jamais à l'image. On le voit juste en photo. On le voit sur une photo d'un écran à un moment. Ouais. Voilà, super clin d'œil, génial. Voilà. Non, c'est un mauvais film. En plus. C'est un très mauvais film, incompréhensible, mal foutu. Une photo quand il jouait dans le sac dans non mais quasiment. Le film de Gus Van Sant. Merde, putain. Will Hunting. Voilà, ça reste drôle, genre c'est une photo de lui avec Robin Williams, genre. Ça aurait été pas mal. Non, c'est pas ça, mais je pense que la photo date du premier Jason Bourne. Oui, date du premier Jason Bourne. Ça fait dater quand même. Revoyez les 3 Jason Bourne originaux. Qui étaient vraiment de très bons films d'action et qui ont donné naissance à un espèce de nouveau genre qui a été copié depuis dans les nouveaux James Bond. Ceux-là sont vraiment très bons. Le dernier vaut pas tripette. Voilà. Et ça me fait mal de voir Jeremy Renner s'agiter dans une production aussi minable parce que j'aimais bien l'acteur, mais là il baisse dans mon estime. Non, mais surtout c'est la branlette. Le problème c'est que même Edward Norton, qui est d'ordinaire un bon acteur, est à la ramasse. Je pense que c'est tout pour ce film. On a fini avec ce film. On va passer au dernier. Et on va passer maintenant à un film d'exception. Je veux faire le pitch de Expandables. Vas-y, fais-le. Ok. 3, 4. C'est bon. Voilà, alors, Expandables 2. C'est pas terrible. Voilà. Le premier était un plaisir coupable. Clairement, j'avais bien aimé le premier, même si il était pas bien. Il était quand même assez plaisant à regarder, je trouve. C'était quand même marrant et débile à souhait. Et le premier, ce que j'ai bien aimé, c'était surtout les 2 acteurs principaux, Sly Stone, donc Sylvester Stallone et Jason Statham, qui sont des acteurs que j'aime bien, même s'ils ont fait beaucoup de merde dans leur carrière. C'est des acteurs, j'aime bien leur tête, et généralement j'aime bien leur dynamisme à l'écran. Et le buddy movie qu'ils avaient fait entre eux dans le premier Expandables était pas mal. C'était assez improbable, mais c'était pas mal. Et puis il n'y avait pas de scénario, donc ça défouraillait, ça se tapait sur un terrain de basketball, et puis ça retournait se battre dans la jungle. Donc c'était plutôt pas mal. Et c'est quand ils ont annoncé, quand on m'a annoncé la suite, je me suis dit merde, ça va pas être terrible. Et puis on a dit JCVD vient. Oh, Jean-Claude Van Damme. Alors j'ai fait super, Jean-Claude Van Damme. Chuck Norris vient. Et puis après ils ont appelé Chuck Norris, et puis merde, ouais, pour la blague. Après ils ont dit Steven Seagal vient pas. Oh cool. Ouais. Il avait coupé son catogan, référence à JCVD si quelqu'un a vu. Malheureusement, c'est une production Millennium Film. Alors c'est vrai qu'il y a de l'argent, il y a 100 millions, hein, c'est une production assez importante, mais clairement, je pense que l'argent a été principalement dépensé dans le cast. Je vois pas autrement parce que c'est... les effets spéciaux physiques, je pense que ça coûte de l'argent aussi. Mais il n'y en a pas tant que ça d'effets spéciaux physiques. Il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas tout ça. Parce qu'il il est pas en post-prod. C'est que de la synthèse. Parce que le premier, un des points forts, c'était justement que c'était des explosions physiques essentiellement. Ouais, mais là, c'est quasiment que de la synthèse. Ah merde, les cons. C'est quasiment que de la synthèse. Et c'est flou en permanence. À un moment, au tout début du film, il y a un chant contre chant entre Sylvester Stallone et Liam Hemsworth, qui est le fils de Chris Hemsworth, le frère de Chris Hemsworth. Et c'est un chant contre chant qui est incompréhensible. Bon, c'est pas si compliqué que ça de faire un chant contre chant. T'as quelques règles à respecter au niveau de l'axe de la caméra. Mais là, c'est super flou. Et on a l'impression que Sylvester Stallone et Hemsworth sont pas là au même moment. Je m'explique. Toutes les scènes avec Chris Hemsworth au début du film, on a l'impression qu'en fait Chris Hemsworth n'était pas là. Parce qu'il n'est jamais vu en compagnie des autres acteurs. J'ai toujours l'impression qu'il était sur un fond vert et qu'il n'avait pas été là au moment du tournage. Ce qui est très gênant et ce qui m'a vraiment dérangé durant le film. Et même mon frère, qui a 6 ans de moins que moi et qui a aucun goût en cinéma, il m'a regardé, il a fait Xavier, pourquoi tu m'as emmené voir ça ? Alors bon, je me demande pourquoi je dois emmener voir ça. Je lui ai montré un film d'action marrant et c'est vrai que c'est marrant. Il a vu le premier parce que s'il a pas vu le premier, j'imagine il comprend pas toutes les subtilités de scénario. En plus, l'image est pas belle. L'image est pas belle, la synthèse est vraiment moche. Le sang numérique, il faut arrêter avec cette connerie de sang numérique.
Quand c'est bien fait, ça peut donner bien, mais je veux dire 90% du temps où du son numérique est utilisé, c'est mal fait. C'est mal fait, et même dans Walking Dead où c'est du son numérique, merde, c'est pas beau. Et il y a Jet Li, il est là au début du film et il disparaît. Après on le voit plus. Et Jet Li, pour moi, c'était une des valeurs ajoutées du premier. C'était un des meilleurs acteurs du premier. Et là, il est plus là, quoi. Enfin, on le voit au tout début. Et puis après, il part. Qu'est-ce qui fait pour toi que le premier était un plaisir coupable et que là, c'en est pas un ? Bah, en fait, dans le premier, c'était vraiment totalement débile et il n'y avait pas d'histoire. C'est-à-dire que c'était du bourrin assumé. Ouais. Et c'était pas. Bah, si, ils allaient déloger. Le premier n'avait pas ce côté méta qu'a le second. Parce que dans le second, là, pour le coup, t'as vraiment Schwarzenegger, Stallone et Willis, qui sont les 3 plus grosses stars de films d'action des années 80-90. Ouais. Et t'as plein de références. I'll be back et Yippee-ki-yay, motherfucker. Ils disent toutes les répliques qui ont fait le succès de leur film. Dans le premier, il y avait une référence comme ça. Je pense à la scène justement entre les trois, justement dans une église où il disait ouais, qu'est-ce qu'il a, mais il veut devenir président de la République. Président. Oui, c'est ça, voilà. exact. Il y avait des petites références comme ça aussi. À l'actualité, mais là c'est une référence au film. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a des blagues marrantes, notamment sur Dolph Lundgren, qui est en vrai un physicien chimiste assez intellectuel. Il a fait des vraies études, il est super. Études. Il a passé la maternelle, quoi. Il est super brillant comme mec. Et là, il le tourne en dérision dans le film. J'ai trouvé ça marrant, mais je pense que voilà, ça dépasse pas le stade de la blagounette mignonne. Puis je crois aussi comprendre que techniquement, tu préférais le précédent. Bah, le précédent, à plein de niveaux, il était aussi fauché, mais il était quand même bien mieux. Oui, plein de trucs. Aussi fauché quand tu me dis 100 millions. Mais en fait, 100 millions, je les vois pas à l'écran, les 100 millions. C'est ça que je comprends pas. D'accord, ok, dans ce sens-là. C'est le casting. Mais je pense que c'est forcément le casting. Et en plus, Millennium Films. Parce qu'évidemment, Van Damme qui a voulu se racheter un peu un côté intello avec JCVD, enfin un côté un peu je veux faire du cinéma d'auteur. La seule raison pour laquelle il revient sur un truc comme ça, c'est parce que c'est bien payé. Clairement. Oui, ceci dit, JCVD, enfin Van Damme, il a fait ce film-là. Après, il a fait quoi d'autre où c'était un peu intellectualisant. Rien, il a fait un truc en Russie où il jouait un personnage français dans une comédie. Ouais. Et JCVD, il est excellent comme film. Je pense pas qu'il ait voulu se racheter quoi que ce soit, mais peut-être qu'il a juste demandé des sous pour payer les traites de sa maison, quoi. Peut-être. Bah après, il y a les 2 acteurs qui ressortent particulièrement dans le film et qui m'ont bien fait marrer. C'est Terry Crews et Randy Couture. Terry Crews, il a joué dans Idiocratie. Je sais pas si vous l'avez vu. Ah ok, d'accord, j'en ai entendu parler. C'est le gros black qui joue le président des États-Unis en fait. D'accord. Et il joue vraiment une sorte de vieux couple. Et Terry Crews est vraiment marrant dans le sens où il est vraiment à fond sur la fierté afro-américaine. À un moment, il y a une scène où Sylvester Stallone dit « Nous sommes américains ». Jason Statham dit « Quoi ? Depuis quand on est américain ?» parce que lui, il est anglais. Et Terry Crews dit « I'm black ». I'm black. Et Randy Couture qui soupire devant ce flot de conneries. Donc c'est vrai qu'il y a des moments qui sont très drôles. Et au final, j'ai bien aimé certains moments, plus par nostalgie de Commando, Predator, Tango et Cash. Il manque un Kurt Russell. Je pense qu'il manque un Kurt Russell. En gros, pour résumer, le premier c'était un film d'action direct to DVD marrant, vraiment qui a pas grand intérêt, mais qui il avait bien marché quand même, hein, le premier. Il avait bien marché. Non, mais je dis pas ça dans ce sens-là. C'est genre en termes de qualité de film, c'est qualité scénaristique, c'était un direct to DVD. Exactement. Il n'y avait pas besoin de plus. Alors que le deuxième, en fait, ça se voulait être plus qu'un direct to DVD, et en fait, c'est un truc avec plein de private jokes pour les gens qui savent parce qu'ils ont vu tous les films de l'époque. Et sinon, c'est mort. Le souci, c'est que je pense que la plupart des gens dans le cinéma, qui étaient assez jeunes quand j'y suis allé, et je pense qu'ils n'avaient pas vu tous ces films des années 90. Bah oui, je m'en doute bien. Mais le problème, c'est que je pense qu'ils ont raté tout le film, je crois. Enfin, Bah oui, de la manière dont tu le décris, c'est tellement privé de joke que, genre, à moins d'avoir vu, moi, je n'ai toujours pas vu Commando, donc. Bah voilà. La honte. Voilà. Mais d'un autre côté, c'est super intelligent comme film, donc ça touche forcément tout le monde parce que les petites 12-13 ans ils s'en foutent du scénario, ça les fait marrer, que ça explose, qui est Chuck Norris et tout. Ouais, mais ça explose pas beaucoup, et puis Chuck Norris il a un petit rôle. Mais alors c'est vrai que tout le monde s'est marré au moment où Chuck Norris est rentré, et je pense qu'en fait la plupart des gens savaient pas que Chuck Norris avait été un vrai acteur avant. Je pense qu'ils se doutaient pas qu'il avait fait un film avec. Il était dans des films et il donnait des tatanes. Vrai acteur. Delta Force, excuse-moi, c'était un très grand film, hein, je veux dire. Ok. Voilà. Ok. Non, mais voilà, ça dépasse pas la pantalonnade de bas étage et c'est vraiment pas terrible au final. Ce sera ce qui sera marqué, ce sera le stickers du DVD, ça ne dépasse pas la pantalonnade de bas étage, culturebreakdown.com. Yeah. C'est bon, on peut passer à la suite. On va passer aux comics, Swan, merci. I'm quite keen on comic books, especially the ones about superheroes. I find the whole mythology
surrounding superheroes fascinating. Take my favorite superhero, Superman. On commence les comics avec Buko par Mathieu. Ok, Buko c'est un webcomics à la base, donc ça vient d'être publié chez Dark Horse, qui donc le vend en volume relié, et c'est une création de Jeff Parker et Erica Moen, en sachant que Jeff Parker est au scénario et Erica Moen au dessin. C'est vendu 19,99 et l'histoire est toute simple, c'est l'histoire d'un garçon qui rencontre une fille, et ils s'aiment bien, et le garçon va être impliqué dans une histoire de meurtre, et la fille l'aide, et au final, le garçon pète un câble, et ils partent à sa recherche avec d'autres amis, et découvrent la vie alternative de Portland, dans l'Oregon, avec les hipsters, les juggalos, et plein de trucs, et des gangs bref. De motards Non, pas de motards, non, bref. C'est une BD assez amusante. Et plutôt original par pas mal d'aspects. En fait, ce qui est assez intéressant avec Buko, et je pense que les gens sont contents de me retrouver à dire, en fait, c'est ce qui est vachement intéressant, ce que je dis tout le temps, j'ai l'impression. Censément. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, alors déjà au niveau du ton, c'est une BD qui est résolument adulte, mais pas adulte dans le sens violent, mais c'est juste parce que c'est des adultes et ils parlent de trucs adultes. Donc il y a du sexe, mais c'est jamais orienté sur on va exciter le lectorat. C'est genre non, il y a du sexe parce que c'est des gens et ils ont des rapports sexuels et genre ça fait partie de la vie de tout être humain. Et c'est jamais traité avec dans une optique de genre en fait. C'est très naturel. Tous les personnages parlent d'une manière très naturelle et se comportent d'une manière finalement tellement humaine qu'on a l'impression de voir de lire une anecdote d'une histoire qui s'est passée à des potes. Parce qu'on sympathise tout de suite très vite avec les personnages. Il y a un truc dans le style d'Erica Moen qui rend les personnages, il leur donne un style assez rond et ils sont tout de suite assez attachants. Il y a vraiment une connivence qui se crée très facilement avec les personnages et c'est une BD que je recommande vraiment fortement parce que souvent la BD a tendance à vouloir se placer dans une direction genrée, genre à vouloir faire des références et tout ça, alors qu'en fait là Buko c'est une BD avec plein de références, mais des références en fait à des potes. Il y a pas mal de... En fait, ce qui est très marrant par rapport au webcomics, parce que le webcomics est toujours en ligne, hein, donc si vous voulez aller voir Buko, la BD, vous pouvez la trouver en ligne. Ce qui est très marrant avec ce volume, c'est qu'il y a un commentaire en dessous de chaque strip. Donc sur chaque page, il y a des commentaires des deux auteurs qui font genre alors cette semaine on avait pensé à tel truc et en fait on s'est loupé sur ça, ou tel personnage en fait ça fait référence à tel perso qu'on connaît. C'est intéressant ça. Et c'est très très marrant parce que ça ramène vraiment une deuxième dimension. C'est tout aussi drôle que que de voir un film avec un bon commentaire audio avec les réalisateurs qui disent genre oui alors sur cette scène là on a cafouillé. C'est très amusant et en fait par le caractère des personnages, le caractère des auteurs, on retrouve totalement le caractère des personnages. Ça se transcrit totalement. Il y a vraiment pas de différence entre deux. On voit que c'est vraiment un truc qu'ils ont fait par rapport à leur expérience, leur vie, et ça sent vraiment le vécu dans tout le côté amusant, sympathique et agréable. C'est une tranche de vie, quoi. C'est pas une tranche de vie, c'est une anecdote. C'est une tranche de jambon. C'est l'anecdote en fait, mais c'est clairement pas un résultat anecdotique. Voilà, c'était ma conclusion. Donc je recommande ceci. On parle de tranche de jambon, est-ce qu'on peut parler de Véronique Jeunesse ou pas? Non. Alors, on va parler de MindMGMT. T'as compris la vanne, Mathieu? C'est bon? J'ai compris, oui. C'est pas mal, hein. MindMGMT de Mindkint. Alors d'ailleurs, Buko, combien coûte le TPB? 19,99. D'accord. Et c'est paru chez Dark Horse. Et vous pouvez toujours lire le webcomics en ligne. Voilà, gratuitement. On mettra peut-être le lien sur le billet du numéro. Yes, we should. Sans doute. MindMGMT, donc Mind Management, de Matt Kindt, qui avait scénarisé du Frankenstein Agent of Shade, Man of War, et dessiné un numéro de Sweeptooth il y a quelques temps, qui avait fait Revolver chez Vertigo. Voilà. Une histoire en un seul volume. Ah là. Alors le pitch. Maru est une auteure qui doit écrire un livre pour son agent. Son dernier ouvrage ne s'est pas vendu. C'est sa dernière chance. On le lui rappelle le jour anniversaire d'un attentat survenu plusieurs années plus tôt. L'équipage et les passagers d'un vol commercial avaient soudain été frappés d'amnésie profonde, oubliant toute leur vie. Un passager manquait à l'appel à l'arrivée de l'appareil du vol, au sol. Maru décide de se lancer à sa poursuite. Enfin, Maru, en sachant que Maru c'est plus le chat sur internet. Exact. Alors le pitch est assez étrange. Toi-même tu sais les chats. Hein. Je connais. Connexion félin. Pardon, excusez-moi. Voilà. Les dessins sont assez étranges. La narration est peu commune. Et moi j'ai envie de dire que c'est un combo gagnant. Tout est assez ordonné. Est-ce que t'es en train de me vendre un produit chez Darty là? N'importe quoi.
Alors, la barquette de fraises est à 2 kilos. Chez Auchan, c'est un combo gagnant. Non, ça serait plus Leclerc. Le pire, c'est que c'est le vrai. C'est horrible. On enchaîne. On revient sur Magnum GT parce que ça défonce. C'est vraiment super bien. Tout est assez Dis ce que t'as à dire. Alors tout est assez hors norme. L'idée que la CIA ait engagé des personnes dotées de pouvoirs mystiques ou presque est assez intéressante. Le numéro 5 vient de sortir, j'ai pas eu l'occasion de le lire. Voilà, pour l'instant les 4 premiers numéros, ceux que j'ai lus, se tiennent pas mal. Alors c'est très très étrange pour plusieurs raisons. C'est que en fait la narration est assez floue et le pitch de départ expose directement, totalement toute l'histoire au final. En fait, ce qu'il y a surtout, c'est qu'on suit l'histoire avec un personnage qui ne sait rien de rien, qui découvre les choses au fur et à mesure et qui se fait embarquer dans un truc qui la dépasse totalement. Et même les personnages qui l'accompagnent, qui sont censés en savoir plus qu'elle, en savent moins qu'elle. Et c'est très très étrange. En plus, le dessin, au départ, me mis pas mal à l'aise, mais c'était très bizarre parce que c'est presque des dessins enfantins. Non. Ah. Non. Le style fait... Non, c'est pas enfantin dans le sens où au final c'est très maîtrisé, mais quelqu'un qui n'a jamais lu de comics et qui voit ça se dira ah oui, non, c'est un gamin de 8 ans qui a dessiné. Oui, enfin quelqu'un qui ne sait rien effectivement va penser ça, mais ce que je voulais dire. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement c'est différent d'un Greg Capullo, d'un truc de super-héros en fait, un truc très comics. C'est très différent. Il va y avoir des personnages qui vont poser vachement. Là les personnages sont... Comment dire, très cartoon, sont frêles. C'est des personnages vachement frêles et... C'est un peu comme... C'est moins cartoon que Jeff Lemire, parce que c'est un gros pote à Jeff Lemire. Il a bossé, il a fait des numéros de... Enfin, Matt Kindt a fait des numéros de Sweet Tooth parce que Lemire avait besoin de faire une pause. Et donc du coup, il a dessiné les numéros que Lemire pouvait pas dessiner. Et donc c'est deux gars qui bossent vachement bien ensemble, c'est deux Canadiens. Et Lemire est plus cartoonesque, parce qu'il faut voir que le style de Lemire, il s'adapte parfaitement à l'univers de Sweet Tooth, où il y a des personnages qui sont des mélanges d'animaux et d'êtres humains. Ouais, tout à fait. Alors que là, on est vraiment dans quelque chose d'assez réaliste. C'est pas grotesque, mais ça se voit quand même assez réaliste. Mais parfois, c'est le style assez intimiste le comics intimiste à la française, ou un peu plus proche de Sfar. Oui, j'allais dire Sfar justement. C'est Sfar. C'est pas comme Sfar, hein, mais c'est juste proche de Sfar. Je sais pas, c'est quand même un style qui est assez étrange, qu'on voit pas souvent. Oui, totalement. C'est mais ça qui est bien. Tu peux pas. Quand je te dis qu'il est enfantin, je vois pas pourquoi t'es pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que c'est pas naïf. Ah non, c'est un peu naïf non plus, me convient pas. Alors c'est bizarre parce que je comprends ce que tu veux dire, mais au niveau du style, je le qualifierais pas de la même manière. Mais Mais de toute façon, je pense que là, vu notre petit conflit au niveau vision, je pense que les gens voient un petit peu près le genre de truc que c'est, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas enfantin, mais c'est maîtrisé. C'est pas du Jimmy ou du Alex Ross, quoi. Oui, clairement pas. C'est pas posé, mais voilà, c'est de la BD indé. C'est clairement de la BD indépendante. Mais oui. Alors, c'est assez intéressant parce qu'au final, les personnages sont totalement perdus et la narration devient de plus en plus précise. Au début, elle est très très floue, et plus ça va, et plus ça devient précis, plus il y a de détails au final. C'est-à-dire que c'est logarithmique, disons. Au début, t'as vraiment rien, et puis après, t'as plein de choses, et ça reste comme ça tout au long. Ce qu'il faut voir avec Matt Kindt, c'est qu'il a son habitude, c'est d'en rajouter partout, mais pas au niveau du dessin, mais au niveau du texte. Les pages, en bordure de cases, il y a toujours du texte en plus, des annotations, et des annotations, des éléments supplémentaires. C'était le cas dans Revolver, où à chaque numéro de page, en fait, il y avait une banderole comme une annonce. Et c'était genre, quand on était à page 6, c'était 6 personnes sont morts aujourd'hui dans un attentat. Et quand c'est la page 11, c'était aujourd'hui le Dow Jones a grappé de 11 points. Et ça sur tout le comics qui faisait plus de 200 pages, quoi. Donc c'est un type qui adore en rajouter, en mettre des tonnes. Et ce qu'il y a dans My Name GMT, c'est que comme on est paumé avec les personnages et qu'il nous rajoute des trucs à côté, oui, on se perd facilement. Voilà, on se perd facilement dans l'histoire. On se dit mais où est-ce qu'il veut en venir exactement. Mais ça rend tout passionnant en fait. Et au final, comment dire, c'est presque une occasion, l'histoire, pour que l'héroïne se fasse une psychanalyse, une autopsychanalyse, parce qu'au final, elle se rend compte que sa vie va vraiment pas. Et ça devient presque une quête identitaire et une quête. C'était déjà le cas aussi dans Revolver. Oui, mais là, je dis, les gens ont peut-être pas lu Revolver, mais. Oui, mais je fais une comparaison, quoi. Là, c'est vraiment au fur et à mesure, on sent que
c'est ce qui pouvait lui arriver de mieux, de se faire pourchasser par des méchants immortels, et que se retrouver dans ce bordel plein de non-sens et de choses fantastiques et presque glauques et assez dérangeantes parfois, c'est ce qui pourrait lui arriver de mieux dans sa vie de merde. Au niveau du scénario, ça me fait penser en fait des critiques que tu as adressées à Fatal, mais dans le sens positif. Est-ce que tu vois un parallèle à faire entre les deux Ouais, je pense, parce qu'au final, dans Fatal, tu comprenais rien à ce qui se passait, et puis plus ça allait, plus tu avais d'éléments, et au final, tu savais pas grand-chose de plus, mais tu avais quand même une idée plus précise. Là, je sais pas si j'ai été très clair dans ce que je viens de dire, si. Mais Fatal, c'était Lovecraftien. Très Lovecraftien. Là, c'est pas Lovecraftien, mais c'est presque conspirationniste. Donc, t'as plein de choses. Donc, en fait, il y a des éléments qui sont juxtaposés. On voit un lien entre, mais c'est pas forcément la réalité. Un truc intéressant qui fait vraiment le charme de l'histoire, c'est qu'en deuxième de couve et en troisième de couve, à chaque fois, t'as une petite histoire où il t'explique que... Alors, je crois qu'il y a eu deux types de trucs. C'est-à-dire que soit ils reprennent des événements et des personnages célèbres qui ont vraiment existé et ils disent qu'ils ont eu des pouvoirs spéciaux qui ont marqué l'histoire, ou alors ils te montrent des personnages de l'histoire et ils te montrent comment ils interagissent avec d'autres gens. Ouais. Et c'est des choses qui sont vraiment... C'est pas des histoires annexes qu'on pourrait ne pas lire, c'est vraiment intégré aux comics et ça permet d'avoir une compréhension plus étendue de l'univers et plus complète. Ouais. C'est totalement optimisé au fait pour. Et c'est vraiment... C'est assez difficile à aborder, mais au final c'est d'une grande qualité. Ouais. Et c'est une série limitée ou c'est une série limitée, oui. Donc c'est en combien de numéros prochainement, ouais. Je sais plus. Mais voilà, ils en sont numéro 5 là, donc ça va se terminer incessamment sous peu certainement. Ouais. Voilà. Et ça apparaît chez Dark Horse. Chez Dark Horse. Maintenant, on va passer à Punk Rock Jesus de Sean Murphy, qui avait fait Batman Scarecrow, Year One, qui avait fait du Hellblazer et qui avait fait du Star Wars Tales. Et qui a surtout fait avec Grant Morrison. Oui, ça, tout à fait. Je peux pas t'aider parce que je connais pas. Je l'ai pas non plus. Ça va me revenir pendant que j'expliquerai. Très bien. Alors, pitch. Thomas McHale est irlandais, catholique. Il a vu ses parents mourir sous ses yeux. C'est donc son oncle qui s'occupe de son éducation. Des années plus tard, une télé-réalité est lancée. Une scientifique parvient à prélever de l'ADN sur le sensuaire, donc le dernier linge dans lequel Jésus a été mis avant sa résurrection. Hein. On dit normalement. Il paraît que. Dans le but de recréer Jésus. Donc elle récupère l'ADN sur le sensuaire pour recréer Jésus. Et donc on sait tous qu'il y a eu de grosses polémiques sur le sensuaire. Il daterait pas d'il y a 2000 ans. Il y a surtout une grosse polémique sur le fait que Jésus n'ait jamais existé. En fait. Aussi, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Thomas McHale, donc l'Irlandais du début là, s'occupe de la sécurité de la mère porteuse et de tout le personnel du complexe dans lequel est tournée l'émission. Alors, c'était Mathieu qui a proposé de chroniquer ce comic. Yes, I did! Et moi, quand j'avais vu sur Comics Alliance et sur Comic Vine des trucs de punk rock Jesus, je croyais que c'était en fait Jésus qui revenait sur Terre et qui formait un groupe de punk rock. Moi aussi, en fait. C'est ce que j'avais compris parce qu'en plus, sur la couverture du premier numéro, tu vois un mec avec une crête. Donc je me suis dit, Jésus est revenu et il s'est dit, bon, allez, le Second Coming, on va le faire en musique et tous ensemble pour le jugement dernier. Jésus revient parmi les... Et je connaissais vraiment rien à rien, et quand j'ai commencé le premier numéro où tu vois la famille du héros qui se fait décimer, je me suis dit putain mais attends, il y a un problème là, c'est pas possible, c'est parce que... En fait si. Et c'est très déstabilisant parce que quand on te dit Punk Rock Jesus, tu t'attends pas à avoir des Irlandais se canarder entre eux. Voilà. Mais c'est très bien fait, il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions dans ces premières pages, et ça te montre vraiment que le personnage qui va protéger Jésus, hein, ou le clone de Jésus... ou pas, est vraiment burné et a des raisons de se battre. C'est vrai que c'est assez déroutant au début parce que le pitch même est assez étrange quand on y réfléchit bien. Oui, c'est dès le départ. Enfin, c'est assez très bizarre. Enfin, même Jésus revient et est filmé par une émission de télé-réalité. Quoi. Voilà. Ok. Après, effectivement... Genre, on a collé une caméra dans la mangeoire. Il y a l'âne, il y a le bœuf, et voilà, il est content. Voilà, à savoir après qui est-ce qui joue le rôle de l'âne, qui est-ce qui joue le rôle du bœuf, et qui joue le rôle des trois rois mages dans la... Pas de film zoophile. Donc, en fait, j'ai très peur au début, après le pitch de départ, que ça vire dans le religieux un peu con. Et au final, c'est très loin de ça, parce que ça montre vraiment les gros soucis, les gros liens entre la réalité historique
et la religion. Vas-y Mathieu. Et d'ailleurs sur Twitter, Gordon Murphy en fait disait en plaisantant que pour les retours pour l'instant, tous les types qui sont athées détestaient l'histoire et tous ceux qui étaient religieux détestaient l'histoire. En fait, il y a plein de gens qui sont très polarisés, qui suivent genre mais c'est non, il y a des problèmes avec ce truc. Alors. Mais en fait, je vois pas pourquoi les gens athées auraient des problèmes, parce que clairement, t'as des personnages dedans qui disent que tout ça c'est de la connerie, que ça peut pas être vraiment Jésus. Il y a beaucoup de points de vue qui sont exprimés. Ouais. C'est ça qui est très intéressant, et c'est presque une étude de la pratique religieuse et dans l'Amérique de nos jours, parce que t'as plein de gens qui se battent pour entre eux. Donc t'as des chrétiens fondamentalistes qui estiment que c'est pas le vrai Jésus, d'autres qui sont presque des témoins de Jéhovah et qui disent que oui c'est Jésus, que ça veut dire que la fin du monde va arriver. Et puis t'as le public qui regarde en masse l'émission, enfin le truc de télé-réalité, et qui a l'air de vraiment être finalement fan, mais pas forcément avoir une quelconque envie de savoir si c'est le Messie ou pas, mais qui juste regarde ça passionnément. Et puis ça rappelle des faits de base que tout le monde devrait savoir, c'est que Jésus aux yeux bleus c'est pas possible, parce que si Jésus avait existé il serait plus ou moins arabe et qui devrait donc être brun aux yeux marrons, et que voilà c'est pas trop possible et tout ça. Toi tu lui reprochais un truc, c'est qu'au niveau des coups de théâtre, beaucoup de choses en fait, c'est très dense, et là pendant 48 pages il aurait pu en faire 60 sinon plus. Ça aurait pu être un peu plus étalé. Quand tu dis 48 pages, sur les 3 premiers numéros sur les 2 premiers numéros. Les 2 premiers numéros. 2 premiers numéros. Et pour l'instant, voilà. T'as pas lu le 3e ? Non, j'ai pas encore lu le 3e. Et justement, ça mériterait qu'on prenne plus de temps pour faire en sorte d'espacer les coups de théâtre, parce qu'ils arrivent assez vite. Il y a plein d'éléments qui sont amenés, parce que c'est clairement de la science-fiction. Ça se veut avoir une dimension critique par rapport aux médias, par rapport à la religion. Il a plein d'idées, mais. Comme ce qu'il sait surtout bien faire, il avait très bien montré avec Off the Road, qui était un comics qu'il avait fait tout seul, dessiné et scénarisé tout seul, qui était sur des types qui se retrouvaient, en fait, leur bagnole se retrouvait coincée dans un marécage, et qui leur amitié était mise à rude épreuve. Là, on retrouve le même type de scénario, dans le sens où c'est un type qui a clairement plus envie de faire évoluer ses personnages dans leurs conditions d'être humain, plutôt que dans le côté genre les médias, la religion, genre il a plein d'idées, c'est super cool, mais c'est limite un deuxième temps. Ce qui compte pour lui, ce qui compte pour Gordon Murphy, c'est les personnages qui y sont. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en finalement on commence non pas par ce à quoi on pourrait s'attendre, c'est-à-dire Jésus, mais on commence avec une histoire super intimiste, avec un type dont les parents se font tuer en Irlande, et qui travaillent pour qui font partie de l'IRA. Donc c'est pas que de la provoque. Il y a non, vraiment non, il n'y a pas de provoque. Hein. Okay. No fucking way. Absolument pas. Ça, je pense qu'il y a des gens qui s'attendaient à ce que ce soit ce genre de truc, qui qu'on ouvert en genre on va rigoler. Et en fait non. Mais c'est très sérieux hein. C'est très sérieux, c'est pas très premier degré, mais il y a plein de personnages, il y a au moins 6 personnages principaux, et il les gère vraiment bien. Mais le problème c'est que tous les éléments qui sont en deuxième plan finalement pour lui, et qui sont aussi très intéressants, ils arrivent un peu trop rapidement. Et puis mais en soi c'est une très très bonne série, surtout pour un type qui finalement est encore assez jeune. Il y a un truc intéressant aussi, c'est le personnage du nouveau Jésus qui s'appelle Chris. Et en fait, ça explique, ça étudie comment un garçon à qui on dirait tu es le sauveur de l'humanité, tu es la résurrection, c'est toi qui as sauvé les humains il y a 2000 ans. Attends, tu vas devoir refaire la même chose. Et c'est toi tu es l'enfant de Dieu. Comment est-ce qu'un gamin à qui on dit ça peut évoluer, sachant qu'en final il a un rôle à jouer, plus que d'être lui-même, il a un rôle à jouer. Et dans le 3e numéro particulièrement, ça évolue. Donc ça, t'as peut-être loupé un truc en lisant pas le 3e numéro. Ouais. Moi je suis pas encore. Et trop à rajouter avant de conclure pour Punk Rock Jesus, ce qui est aussi très cool avec Sean Gordon Murphy, c'est que contrairement à beaucoup, alors déjà c'est en noir et blanc, important à préciser, c'est pas en couleur, même si c'est Vertigo, c'est pas en couleur, c'est en noir et blanc, et c'est un type qui aime les décors. Pour lui c'est important qu'il y ait des décors, et surtout qu'il y ait plein de détails dans le background. Donc quand tu lis la BD, les décors ont vraiment beaucoup d'importance dedans, et ils donnent beaucoup de vie en fait à l'environnement, l'environnement de la base où tout est filmé, même quand on part à l'extérieur, quand il y a les attaques menées contre les chrétiens fondamentalistes, une fois qu'ils se barrent et qu'ils sont en Arkansas ou je ne sais où, tout est vraiment, les lieux sont vraiment très bien définis, alors que dans plein de comics, pour faire le fond, ils ont fait genre fond violet, genre Gotham City, fond violet, genre là, et là non, pas du tout. Absolument pas, il prend vraiment beaucoup de temps à faire ça, et c'est clairement une œuvre de dessinateur, mais qui commence vraiment à s'affirmer comme un très bon scénariste.
après avoir bossé avec Morrison, bon voilà, il est passé à côté d'un très bon, et il a bien retenu les bonnes leçons. Donc au final, c'est un pitch un peu bizarre pour une réalisation qui est vraiment très très bonne, avec des peut-être faiblesses scénaristiques de temps en temps, mais au final c'est quelque chose qui se tient. Donc ce sera en 6 numéros, c'est une série limitée. Les 3 premiers numéros sont vraiment très très bons. Alors vrai, effectivement parfois un petit peu faible scénaristiquement, mais clairement ça vaut le coup. Il faudra acheter le TPB, clairement. Oui, ça et pour conclure, en fait, ça se lira surtout en TPB, parce qu'au niveau des conclusions de numéros, on voit qu'il arrête un petit peu, genre bon, j'arrête là parce que j'ai que 24 pages, mais en fait ça pourrait continuer ensuite. Il gère pas très bien ses coups de théâtre de conclusion, mais en soi c'est pas si gênant que ça, parce que bah voilà, c'est juste que c'est prépublié comme ça parce que l'industrie veut que ce soit prépublié comme ça, mais au final ce sera très lisible et beaucoup plus agréable en volume relié. Voilà. Okay. Très bien. Voilà, maintenant à toi, Geoffroy. Je vais passer à... Bon, on parlait de Grant Morrison tout à l'heure, du coup je vais passer à Grant Morrison présente Batman, qui fait partie de la collection DC Signature chez Urban Comics. Il y a trois séries pour l'instant qui ont été lancées. Il y a Ed Brubaker présente Catwoman, il y a Geoff Jones présente Green Lantern. Ce qui tombe bien d'ailleurs, Ed Brubaker présente Catwoman, dont je parlais comme étant une influence pour le Dark Knight Rises. Et Grant Morrison présente Batman. Donc l'idée de cette collection, on en a déjà parlé, notamment je crois qu'on en avait parlé quand François Hercouet était avec nous. L'idée de la collection, c'est de mettre en avant le scénariste et de montrer à quel point un scénariste peut influencer et influer sur un personnage donné. Et donc là en l'occurrence c'est sur Grant Morrison, donc dès 2006, donc dès que Grant Morrison a repris le personnage de Batman et tout l'arc narratif qu'il a créé jusqu'à a priori ça va s'arrêter avec Batman Inc. Donc voilà, là ils en sont pour l'instant au 2e tome. C'est édité donc par Urban Comics, scénarisé par Grant Morrison et avec les dessins de Tony Daniel, de Ryan Benjamin, de Andy Kubert et de J.H. Williams III. Alors moi j'ai beaucoup aimé. J.H. Williams 3 qui est à la fin après des mecs comme Ryan Benjamin et Andy Kubert. Ah non mais c'est moi qui ai pris dans l'ordre, pardon. Non je sais bien, mais c'est juste qu'en fait les styles sont tellement différents, genre à la fin après avoir tapé des trucs aussi stéréotypés. J.H. Williams 3 c'est sur Batman Rip je pense, Batman et RIP. Non. Tony Daniel c'est sur Batman et RIP. Ah oui. Ouais, et Andy Kubert est sur Batman & Son. J.H. Williams 3 je crois que c'est sur le numéro 700. D'accord, ah oui, effectivement, le numéro, ça revient justement sur le numéro 700 où ils font le Batman of Tomorrow. En plus. Donc le premier tome correspond à l'arrivée de Grant Morrison avec Detective Comics 155. On reprend donc 155, ça m'étonne un peu, 655 je pense plutôt. On reprend donc tout l'arc, enfin tous les arcs de Morrison sur Batman. Et moi ce qui m'a touché c'est vraiment... J'avais lu un peu de Morrison, enfin j'avais commencé à la mort de Batman. À lire du Batman, ça doit être il y a maintenant 2 ans, 3 ans, je crois. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire du Batman, c'était déjà Morrison qui était en place. Et donc là, vraiment, en reprenant tout depuis le début de son arc, on se rend compte qu'il a vraiment une vision d'ensemble. Et c'est ultra cohérent, alors que pourtant Morrison c'est quelqu'un qu'on accuse souvent d'être un peu foutraque, de faire beaucoup dans l'ésotérisme, sur Batman en tout cas, c'est parfois un peu compliqué, un peu tiré par les cheveux. Non, je relativiserai en disant que vous parliez d'un plat de spaghetti avec Dark Knight, le deuxième Batman. Pour moi, Morrison, il y a aussi ça, il y a le côté plat de spaghetti, c'est-à-dire que t'arrives d'un truc, c'est vachement entremêlé. Mais il faut comprendre, c'est-à-dire que le problème, c'est que moi, par exemple, j'ai acheté Batman RIP, j'avais acheté avant Batman RIP en VO, j'avais rien compris. Le Dr Hurt, je savais absolument pas d'où il sortait, et le fait de tout relire avec ce qui s'est passé avant, j'ai trouvé ça vraiment très bien et très instructif sur le Grand Noir, sur le Dr Hurt, sur tout ça, voilà. Il y avait une analyse de Morrison qui comparait en fait son style de scénario en fait à une construction en fractal, c'est-à-dire qu'il y a un schéma qui se retrouve et qui se retrouve un peu partout en fait, un schéma et après on le retrouve un peu peu partout. Donc c'est vrai que c'est assez, une fois que tu l'as compris, ça passe. Mais sinon. Mais faut le comprendre quoi. Faut le capter. Pour les informations majeures justement de l'arc de Morrison, on apprend dès le début. Ça s'appelle Le Fils de Batman, donc on apprend que Bruce Wayne a un enfant avec Talia al Ghul qui s'appelle Damian Wayne. Comment ça Tellement de bonne idée. Ensuite, on a les 3 fantômes dans le tome 1. On a Bethléem, donc numéro 666. Et ensuite, on a le Club des Héros, puis le Clown de Minuit. Le Clown de Minuit, qui est une nouvelle d'ailleurs. C'est assez étrange. Une nouvelle sur le Joker. Enfin, ça m'avait un peu troublé de voir une nouvelle dans. C'était le Detective Comics 663.
Voilà. Le tome 2 de Batman de Grant Morrison présente Batman, ça présente donc Batman et RIP, qui est donc l'arc majeur, je pense, enfin l'un des arcs majeurs chez Morrison. Parce que là, tu vois qu'en fait, tout ce que dans les années 60 a été fait avec Batman, là, il a tout repris. Il a tout repris. Mais sa sauce. Moi, comme je l'ai dit, j'avais déjà lu RIP dans une version reliée en import et j'avais pas tout compris. Là, j'ai vraiment tout compris. Enfin, je pense. J'ai vraiment redécouvert Grant Morrison avec cette collection. Je la conseille absolument. Pour moi, c'est vraiment un must-buy. Le tome 3 sort le 26 octobre à 22,50€ pour 272 pages. En plus, le rapport, ça vaut carrément le coup. Et ce qui me gêne un peu, c'est que là, on devrait aborder directement le professeur Pig, la relation entre Dick Grayson en tant que Batman et Damian Wayne en Robin. Et j'ai peur qu'ils zappent Final Crisis. Donc en fait, ça va reprendre Batman et Robin avec Quietly. Okay. C'est ça. Ça doit être ça. Et ça contient, il précise quand même ça contient des pages tirées de Final Crisis numéro 6 et 7. Donc je pense que c'est l'épisode où Batman, Batman disparaît. Et des épisodes de Batman et Robin du tome 1 au tome 9. Donc voilà, je pense que ça revient à peu près à la même chose. J'aimerais bien ajouter juste un truc. Tu me dis que tu as redécouvert Morrison avec ça. Je tiens juste à préciser pour des gens qui sont intéressés par lire justement le travail de Morrison, mais quand il fait pas du super-héros, du super-héroïque. Non, je pense surtout aux Invisibles qui sort là prochainement en un seul gros volume. C'est beaucoup plus dense, c'est 10 fois plus dense. Donc si vous allez là après avoir Batman, attendez-vous à quelque chose qui soit encore plus messed up, quoi. Qui, selon Morrison, a été pillé par les Wachowski pour faire Matrix. Oui, alors ça c'est son délire. Après, il a plus ou moins raison, mais bon, après les gens ils sont influencés par plein de trucs, ils ont le droit de récupérer des trucs dans les d'autres œuvres, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a Nico Furioso qui dit sur Twitter: j'aime beaucoup Grant Morrison, mais Batman et RIP était un peu fumeux, voire bullshiteux. Par contre, le tome 1 et le tome 3 sont excellents, je vais devoir me résigner à avoir un trou dans ma bibliothèque. C'est vrai que RIP était un poil capillotracté, fumeux par moment, mais ça reste quand même une très bonne histoire. C'est un bon arc, et puis on voit que Batman a des faiblesses, enfin que Bruce Wayne a des faiblesses d'ailleurs. Ça montre vraiment que le Joker en fait ça sert à rien. Ah oui, c'est ça. En plus, moi, ce que j'adore avec Morrison, c'est que on a appris récemment que bientôt le Joker reviendrait. Oui, mais c'est sous le Batman. Scott Snyder. Voilà, mais j'ai réalisé que j'avais quasiment pas lu d'histoire avec le Joker depuis que j'ai commencé Batman. Cette année, chez DC, il n'y a eu aucune histoire avec le Joker pendant un an. Et ouais, mais souvent il est en personnage secondaire. Dans le run de Morrison, il n'y a jamais le Joker en ennemi principal. On le voit dans Batman et RIP, mais c'est un ennemi secondaire qui se fait en plus ou moins manipuler par le Grand Noir. Exact. Même si finalement ça se retourne. Enfin bref, je vais pas. Ça sera pire par la suite, tu vas voir. Dans Batman et Robin, c'est encore pire. Ça va être cool. Bon bah voilà, c'est à peu près tout. Il y a Xavier qui voulait dire oui mère bon lisère en anglais, c'est mieux. Voilà. C'est mieux de lire en anglais. Allô, oui, c'est Batman. Allô, oui, c'est Batman. Allô, oui, c'est l'homme chauve-souris. Allô, oui, c'est l'homme chauve-souris. Bon, bah on peut passer à la suite. Alors, rapidement, un mini-dossier. Un truc rapide. Un truc rapide, donc sur AVX, Avengers vs X-Men. Donc c'est bientôt la fin. Petit rappel du pitch. Le Phénix, donc la force cosmique qui ressemble à l'oiseau de feu, là. Hein. Le Phénix revient sur Terre. Les Vengeurs s'en inquiètent. Certains X-Men semblent s'en réjouir. Cyclope en tête, Malcolm X. Wolverine se range du côté des Vengeurs, mais de nouvelles scissions s'opèrent au fur et à mesure. Alors il faut, pour bien comprendre les positions de certains personnages, peut-être avoir lu du X-Men avant, c'est peut-être le souci. Clairement, la saga du Phénix noir, avec Jean Grey qui prend cher, et puis la suite avec la suite qui a été faite sur le retour de Jean Grey. Globalement, c'est un meilleur event que Fear Itself. Fear Itself avait vu l'année dernière. C'était un peu un coup d'épée dans l'eau parce que rien n'avait vraiment changé dans l'univers. J'ai l'impression juste il y a des périodes chez Marvel où il n'y a pas d'event. Non, tous les ans il y en a un. Globalement. Tous les ans qui dure un an. Qui dure 6 mois, ou tous les 6 mois t'en as un qui dure 6 mois. Ouais, globalement. Tous les 6 mois t'en as un qui dure 6 mois. Ouais. Donc grosso modo il y a toujours des gros events. Bah ça c'est que c'est le cas depuis Civil War. Bah ouais. Je dis après Civil War, t'as eu Secret Invasion, après t'as eu Dark Reign. Est-ce que l'event ne tue pas l'event justement? À force peut-être parce que tu vois clairement ici ça fait quelques années qu'ils n'en ont pas fait d'event. Il y a eu un vite fait le truc avec la cour des hiboux. Flashpoint c'était un event. C'était un event, mais c'était un event qui concernait pas toutes les séries clairement. Qui concernait Flash, et après on voyait la plupart des super-héros en version... mais c'était des mini-séries à part. Ouais. Alors,
Là, ça correspond. Donc là, il y a comme dans tous les gros events, t'as une série principale, donc Avengers vs X-Men, des mini-séries adjacentes. Donc t'avais VS qui montrait 2 combats entre des partisans de chaque camp, du genre Colossus versus Red Hulk ou Magneto versus Iron Man. Et après, tu avais des tie-in, donc c'est-à-dire des histoires intégrées aux séries, dans chaque série, dans quelques séries, pas toutes les séries d'ailleurs. Donc par exemple, Avengers, New Avengers, Wolverine and the X-Men, Uncanny X-Men étaient concernés par les tie-in. Donc il y avait une histoire qui concernait l'event dans chacune de ces séries. Par contre, de Uncanny X-Force, X-Men, X-Force, Uncanny X-Force, X-Factor, New Mutants, Avengers Academy et quelques autres, il n'y avait rien qui concernait l'event Avengers vs X-Men. Alors, au niveau du contenu, c'est pas un Fear Itself, parce que là, clairement, il y a beaucoup de choses qui vont changer, notamment sur la relation entre les différents héros, parce que Fear Itself, c'était un méchant qui foutait la merde. Là, c'est d'anciens héros qui foutent la merde contre d'autres héros. Donc il y a beaucoup de choses qui vont changer, il va y avoir un nouveau statu quo, clairement, je pense. Ça va être intéressant, surtout qu'il y a eu une mort assez intéressante, moi qui m'a vraiment attristé, même s'il était amené d'une manière assez maladroite. Ce que je peux reprocher à Steven, c'est qu'il est maladroit. C'est vraiment le terme, parce qu'au début on te fait croire qu'un personnage comme Hope Summers, qui a été désigné comme étant le messie de l'humanité, et qui est, selon Cyclope, destiné à recevoir le Phénix, pour repeupler la Terre en mutants, elle est concernée par l'histoire jusqu'au numéro 3-4. Après, elle est totalement éclipsée par les autres. Et c'est ça qui est dommage, c'est que c'est très maladroitement mené, c'est très malhabile. Je pense que on en avait déjà parlé dans un numéro antérieur. Too Much Dicks, voilà. Quand il y a trop de scénaristes sur un même truc, ça part un peu dans tous les sens. Yeah, too much cook spoil the stew. Exactement, c'est tout à fait ça. Alors ça reste quand même satisfaisant sur certains points, mais principalement dans les tie-in, donc dans les histoires qui sont développées dans chaque série à part. Par exemple, Wolverine and the X-Men, on a eu parmi les histoires les plus intéressantes de Wolverine and the X-Men, avec le tie-in, justement, quand il y a Gladiator qui vient sur Terre pour récupérer son fils, quand les chiards viennent expliquer que voilà, la Terre doit être annihilée. Les chiards étant une race extraterrestre et pas l'argot des enfants. Exact. Ensuite, dans Secret Avengers aussi, tu avais des histoires concernant Avengers vs X-Men qui là montraient Thor et Tutti Quanti et tous les autres en train de vouloir défoncer le Phénix dans l'espace. Je pense... C'était d'ailleurs très mal foutu ce truc. C'était assez mal foutu, mais... Ouais, moi je me suis vachement fait chier en fait avec ces histoires. Moi j'ai bien aimé, mais c'est peut-être mon mauvais goût légendaire qui rentre en jeu. Et ton jeune âge et ton manque de maturité. Exactement. Voilà, c'est clairement, je pense que l'event en tant que tel est mal foutu, mais pour la première fois depuis quelques années, il y aura de véritables répercussions, parce que quand on regarde rétrospectivement Dark Reign, il n'y a pas grand chose qui sont restés depuis. C'était très fort durant, mais après il ne s'est pas passé grand chose. Pourquoi est-ce que d'ici Marvel, lapsus révélateur, pourquoi est-ce que Marvel s'est fait cet event qui change beaucoup de choses et qui dessine beaucoup de héros? C'est qu'ils ont décidé de faire leur propre relaunch dès octobre-novembre. Comme c'est original. Bah, je pense qu'ils ont vu que DC s'en sortait pas mal. Et que d'ici est certainement que Batman se vend très bien. Ouais, que grâce à Batman et pas grâce au scénariste, hein, pas vrai, Rob Liefeld. Ils ont vu qu'en fait DC dans sa meilleure période depuis pas mal de temps, au niveau scénaristique et qualitatif. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Mathieu. Oui, ça s'est carrément amélioré. Moi, le Marvel maintenant commence à me faire chier. Hein. Sinon, je lis plus rien de particulièrement de Marvel. Donc, Et voilà, moi je pense que ça peut être intéressant, mais il va y avoir de nouvelles séries comme Uncanny Avengers avec Havok, donc le frère de Cyclope dans les Avengers, et la sorcière rouge qui sera de retour, et Polaris aussi. Pourquoi pas, c'est intéressant comme choix éditorial, hein, je dis pas non. Il y aura beaucoup de changements dans les costumes, Iron Man va être rebooté, Captain America va être rebooté, etc. Au final, le numéro 12 va sortir la semaine prochaine, il me semble, et là ça va être la conclusion finale, et après il y aura une autre mini-série, Aftermath, comme on les connaît. Ce que je disais, ça s'arrête jamais. Hein. Ça s'arrête jamais. Maintenant, il va y avoir Avengers plus X-Men pour l'Aftermath, pour ce qui se passe après la fin de... ce qui était intéressant, c'était la transition de la menace entre le Phénix lui-même et un groupe de personnages précis qui est censé être des héros. C'était ça le plus intéressant peut-être. Faut voir la fin. Mon avis est quand même assez mitigé. J'ai tendance à dire que c'était un poil mieux que Fear Itself, moins bien que Secret Invasion. Je pense que c'est la fin du comics. On passe
à la série. I don't watch TV. Yeah, but you are aware that there's an invention called television, and on this invention they show shows, right? Yeah. Well, the way they pick TV shows is they make one show. That show's called a pilot. Then they show that one show to the people who pick shows, and on the strength of that one show, they decide if they want to make more shows. Some get chosen and become television programs. Some don't, become nothing. She started one of the ones that became nothing. On va passer du coup aux séries télé. Bon, ça par contre on change pas la formule, on va garder une seule série par épisode, et aujourd'hui on va vous parler, enfin je pense qu'a priori je vais vous parler surtout, et Xavier va discuter un peu avec moi, de Go On. Go On, qu'est-ce que c'est? Go On, c'est la nouvelle série, enfin une des nouvelles comédies de chez NBC avec Matthew Perry, une série créée par Scott Silvery, qui était producteur et scénariste de Friends et le créateur de cette bouse qu'est Joey. Donc c'est une série diffusée sur NBC depuis le 8 août. Il y a eu pour l'instant 4 épisodes de 20 minutes chacun qui ont été diffusés, et 13 épisodes au total ont été commandés. Série donc avec Matthew Perry essentiellement, qu'on connaît pour Friends, pour Mon voisin le tueur au cinéma avec Bruce Willis, pour Studio 60, pour Mr. Sunshine. Le pitch, rapidement le pitch, donc c'est Ryan King, qui est le présentateur vedette d'une radio où il anime une émission sportive irrévérencieuse. Après le décès de sa femme, il va tenter de passer à autre chose en se goinfrant de travail, mais son patron l'oblige à aller dans un groupe d'écoute pour essayer de faire son deuil. Le pilote de la série a été diffusé le 8 août et le second le 11 septembre pour bénéficier de l'effet JO sur NBC. Donc le premier a été diffusé pendant les JO. Pour le premier épisode, enfin en moyenne, il y a autour de 10 millions de téléspectateurs. Il y en a eu 18,5 millions pour le pilote, ce qui est plutôt important. 7,3 millions après, et cette semaine avec la reprise de NCIS Los Angeles en face le mardi soir. Et donc voilà. Xavier, t'as vu le pilote, je crois. T'as vu les 3? Les 4? J'ai vu que les 3 premiers. D'accord. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est un peu Matthew Perry va à une réunion de gens qui ont perdu un être cher. Matthew Perry va faire le con dans son bureau. Matthew Perry va emmener sa secrétaire. Matthew Perry va faire quelque chose. C'est un peu Martin à la plage. En fait, c'est Matthew Perry qui vit une situation et qui après va en vivre une autre. Voilà, j'ai trouvé que c'était assez inconsistant. C'est quand même marrant. Mon expérience en termes de série est assez faible, donc je vais pas commencer à me la péter, hein. Mais j'ai trouvé ça drôle par moments. Parfois c'est un peu léger, un peu trop léger dans le traitement. Ça manque de profondeur, c'est un peu caricatural en plus. C'est un peu inconséquent, c'est faible. Oui, je suis relativement d'accord avec toi, Mathieu. Le titre de la série, c'est en référence au fait que quand il est dans ces réunions, il est censé avancer, passer à autre chose, je pense, ouais. On lui dit genre go on. C'est ça. Okay, ouais, je pense qu'il y a un peu ça. Oui, aussi. Et ça influence vraiment. Enfin, les réunions sont. Les réunions, ouais. Elles commencent un peu au début, il est très dubitatif, forcément, puisque c'est un personnage qui est très cynique. Je parle d'un point de vue narratif, en fait, c'est ce qui fait les transitions entre les situations, pas du tout. Non, pas du tout. C'est même l'essentiel des situations, c'est les réunions. D'accord, ok. Ah oui, d'accord, oui, c'est d'accord. Okay. Oui, l'essentiel de la série se passe pendant les réunions, avec les gens avec qui il va à ces réunions, qui sont tous des dingues, plus ou moins. Notamment un gars qui est. C'est un truc qui me déplaît dans cette série, c'est que ces personnages-là sont. Alors, désolé pour l'anglicisme, mais ils sont vraiment over the top. J'y crois pas du tout. Ils sont totalement caricaturaux. Et donc, du coup, moi, j'aime l'humour quand il est plutôt réaliste. J'aime pas les situations caricaturales dans l'humour. C'est pour ça que j'aimais Friends, c'est que c'était pas caricatural. Chaque personnage avait un stéréotype, mais ces personnes-là des personnes qui agissent comme ça, tu pourrais en croiser dans la vraie vie. Le mec avec son col roulé et sa barbe dans Go On, c'est vrai. Voilà. Celui-là est très 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 caricatural. Voilà. Après, t'as le vétéran qui s'est fait tromper, trucs comme ça. Oui, vraiment, ça va. Oh. La fille avec ses chats, pardon. Voilà. Tu peux parler. Donc je voulais dire des trucs, mais je sais plus quoi. Scott Silvery, ce qu'il faut savoir, donc le créateur a écrit le rôle pour Matthew Perry. Il y a de nombreux sportifs qui sont prévus en tant que guest, et notamment David Beckham qui a affirmé récemment qu'il avait été invité. Donc peut-être David Beckham qui joue maintenant dans l'équipe de soccer de Los Angeles. Peut-être que Beckham est un gros mytho. Peut-être, sait-on jamais. Donc ouais, moi j'ai été assez déçu par les personnages, et je me demande si la série pourra courir sur le long terme. Même si Breaking Bad, par exemple, Breaking Bad cet été nous a appris que les 5 saisons précédentes en fait se sont passées au total en une année, donc grâce à un truc scénaristique, donc ça pourrait très bien prendre du temps, etc. Mais sur Go On, je vois pas comment
il va pouvoir passer 6 ans à faire son deuil, quoi. Enfin, admettons qu'il y ait 6 saisons et encore. Mais pour l'instant, en termes d'audience, ça marche pas trop mal, donc ça marchera peut-être mieux que Mr. Sunshine. Ceci dit, il y a une série que je ne citerai pas avec un type qui raconte une histoire, comment il a rencontré leur maman, ses enfants, et ça dure depuis quoi, 8 saisons un truc comme ça. 7. 7. C'est un vrai carnage. 7 ou 8. Putain, mais qu'on achève, c'est ça. I Met Your Mother, au passage. Alors, pour moi, le problème principal, enfin, le gros problème de la série, c'est que c'est une série qui repose uniquement sur Matthew Perry. Ouais. Rapproche-toi du micro un peu. Ouais. Et je trouve que Matthew Perry en fait joue trop avec son côté goguenard, parce que ce qui aurait été intéressant, c'est de le voir vraiment dans un contrôle total et de le voir aux réunions dépité et essayer de faire un travail sur lui-même. Là, il est toujours en train de faire la blague et de rigoler. Et au final, je pense que il a un côté très cynique et il a un peu toujours le même rôle. Il a le même rôle que dans Mr. Sunshine en fait. Ouais, c'est ça qui il a vraiment le même rôle. Mr. Sunshine, mais c'est vraiment, je m'attendais à le voir dans un rôle comme ça en fait. Je sais pas pourquoi, je m'attendais peut-être à cause de Friends que j'ai quand même vu un petit peu quand j'étais plus jeune. Je sais pas, c'est quand même c'est pour lui qu'il l'a écrit, donc en fait Matthew Perry sera toujours condamné à jouer ce genre de rôle. Ça me fait peur. Non mais c'est un peu le problème, c'est que à chaque fois dans Mr. Sunshine, donc je vais faire rapidement le pitch, donc c'est une série diffusée l'an dernier sur ABC entre février et avril 2011. Il y a eu 11 épisodes, ça a été arrêté en cours, il y avait entre 4 et 10 millions de téléspectateurs. Il jouait dans cette série le directeur d'un stade qui était en pleine crise de la quarantaine, qui était assez acide et qui n'était pas aimé de ses collègues. Même dans Studio 60 en fait, il était un peu la caution auteur solitaire en pleine dépression, qui prend d'ailleurs des médocs à un moment de la série et qui doit écrire des sketchs drôles pour une émission de comédie alors que lui est totalement déprimé. Enfin, il a toujours ce côté un peu torturé, je suis cynique et j'essaie de cacher ça derrière mon humour noir. Le problème, c'est que c'est un acteur génial, mais j'ai peur pour lui qu'il s'enferme dans son personnage, quoi. Enfin, ça me fait un peu peur. Enfin, voilà. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie à part Mr. Sunshine? J'ai cité tout à l'heure. En film, il a pas fait grand chose. Ouais. Il a fait Mon voisin le tueur avec Bruce Willis. Et après. Quel grand film d'ailleurs? Je n'ai pas vu, mais non, c'est un peu le problème, c'est que pour l'instant ça reste un acteur de série, et quand on voit comme ça c'est pas un problème. Non mais quand on voit Matt LeBlanc qui depuis l'an dernier joue dans Episodes sur Showtime je crois, lui s'en sort relativement bien. La série, on en pense qu'on veut, je la connaîtrai sûrement un jour d'ailleurs, mais Episodes, il y a un côté, enfin voilà, c'est assez drôle de reprendre, enfin qu'une chaîne américaine diffuse une série sur comment est-ce que la télévision américaine pourrit les séries anglaises. Surtout que la série était diffusée juste avant ou après Shameless, je sais plus, la version US de Shameless. Voilà, donc voilà, c'est un pied de nez, il y a un petit recul. Enfin, c'est assez drôle, même si la série est pas aussi bonne qu'elle pourrait l'être. C'est pas mal. Là, Matthew Perry, contrairement à Matt LeBlanc, il s'enferme un peu dans son truc et je sais pas, ça manque d'un petit truc. Il y a pas de piquant, il y a pas un souffle, il y a pas. J'aimerais plus d'ambition, quoi. J'aimerais que ça soit plus risqué, et voilà. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Ouais. Bon, pour l'instant, c'est la seule comédie de la rentrée à laquelle j'ai jeté un œil. C'est assez classique. Donc on verra bien. C'est vrai que le pilote en plus était pas mal, avec le pilote était pas mal. Avec le côté qu'est-ce qui va gagner à être le plus qu'est-ce qui a le moins de chance, qu'est-ce qui est le moins heureux, etc. Il y a pas mal de personnes qui espèrent que le combo NBC, Matthew Perry, Scott Silvery, donc sorte de retour de Friends, marche aussi bien qu'à l'époque, et j'ai peur que ça soit pas le cas. Ça ne sera pas le cas. On verra bien. Donc voilà, c'est fini pour Go On. Et c'est fini pour cette émission. Et c'est fini pour cette première partie d'émission. Non, oui. Cette première émission. Cette première émission, oui. Plutôt rondement mené. Mathieu, des commentaires sur cette émission? D'accord. Swan? C'était bien, hein. Geoffroy? C'était pas mal, on a eu quelques problèmes au début, enfin sur la connexion de Ustream. Mais donc ça a été très bien géré parce que je m'en suis pas rendu compte. Bah non, parce qu'on te dit rien, parce que sinon tu paniquerais et tu pèterais, enfin voilà, tu bousillerais les micros. Moi je t'ai vu faire la moue. Voilà. Moi aussi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? On va remercier plein de monde, on va remercier vous tous, auditeurs, on va remercier Rennes TV, Pod Radio, qui d'autre, La Fille du Rock. J'aimerais dire quelque chose. Attends, je finis juste sur ça. Et simplement, on vous annonce aussi que, parce qu'il va falloir faire ça maintenant, et ça nous fait grand plaisir d'annoncer que la semaine prochaine, vendredi prochain, sur cette même antenne, vous pourrez écouter Que le Grand Geek me croque, présenté par Inks et Alex le serveur, donc vendredi prochain. Alors très rapidement, je voudrais faire une petite aparté. À la fin de la saison dernière, j'étais pas certain de vouloir continuer Culture Breakdown. J'avais envie d'arrêter, vraiment. Ça me démangeait pour plein de raisons. Et puis là, cet été,
Voilà, j'ai écouté Gamerside et je me suis dit que fallait pas que je me laisse abattre et que voilà, il fallait revenir, que même si on n'était pas super estimé et tout, fallait qu'on impose notre merde. Jette ton stylo, t'as raison. Je suis trop vénère, j'ai un regard zef. Et on vous dit du coup à dans 2 semaines. À dans 2 semaines les amis, pour la diffusion. Pour le dossier de Mathieu qui nous parlera de l'étrange festival. Yes. À dans 2 semaines les amis. Vous savez qui je suis? Non. Didier Drogba. Didier Drogba? Oui. Le footballeur? Oui. T'as pas bien compris. Je suis qui? Didier Drogba. Vous savez qui je suis? Du yaourt. Un chocolaté. Vous savez qui je suis? Un chocolaté. Oui. Un cœur fondant aux noisettes et au lait, une gaufrette légère et croustillante, du délicieux chocolat. Sauce et ressources. To the cannon, hustle over hardness who show